Et donc, ce collectif dont Influence Végétale est membre travaille sur la transition des cantines scolaires en étant vraiment sur le terrain auprès des personnes. Et dans notre approche, nous avons toujours en première transformation concrète placé le potage collation. Et donc, je vais vous expliquer ce qu'est ce potage collation. Donc d'abord, recontextualisons un tout petit peu les cantines scolaires. La particularité des cantines scolaires, c'est qu'il y a entre 130 et 140 jours repas par an et que si un enfant va tous les jours à la cantine, ça va représenter 12% de son alimentation. Si un enfant va un jour sur deux à la cantine, ça ne représente plus que 6%. Et donc, dans cette petite fenêtre-là, l'idée, c'était vraiment de mettre toutes les chances de notre côté pour faire une différence significative par l'expérience pour l'enfant. Les collations représentent plus ou moins 170 collations par an. Et donc, dès le début, on s'est dit que effectivement, travailler aussi sur la collation, c'était pertinent dans l'ensemble de l'offre alimentaire de l'école. Merci Pierre, tu peux, voilà. Alors, euh, en Fédération Wallonie-Bruxelles, nous avons des cantines scolaires qui sont relativement peu attractives, en tout cas perçues comme telles. En général, quand on demande l'avis des parents ou qu'on discute avec les familles, la cantine est souvent associée à quelque chose qui n'est pas top au niveau du goût, à une offre alimentaire qui est, voilà, qui est pas très sympa. Et donc, on a une adhésion des mangeurs qui est très faible, trop faible en fait, qui est souvent en dessous de 30% du nombre d'enfants présents dans l'école. Et donc, dès le début, pour obtenir en fait cette adhésion des mangeurs et pour idéalement augmenter le nombre de mangeurs à la cantine, on a très vite vu qu'il fallait évidemment travailler sur le goût. Et donc, le goût, c'est un des éléments clés qui nous a aussi amené à nous concentrer sur ce potage collation, qui est vraiment la porte d'entrée de la transformation de la cantine et qui va agir sur les deux aspects que sont la culture et les pratiques. Donc, la culture, c'est vraiment, nous, on a choisi de vraiment donner à vivre, donner à expérimenter plutôt que d'expliquer beaucoup. Donc, le potage collation, étant servi à 10 heures, il permet directement de connecter les enfants à un potage qui est fait avec que des végétaux. Et donc, ça permet de travailler directement sur cette perception dans la bouche et d'aider l'enfant à aller vers une alimentation dont il a en général peu l'habitude dans le cadre familial. Alors, dans notre approche, dans le cadre scolaire, pour nous, la cantine a la fonction de la santé, bien sûr, donc du bien-être des enfants, mais pas que. Elle a clairement un rôle pédagogique. Donc l'idée, c'est que tout ce qui se passe à l'école influence et a un rôle, même s'il n'est pas toujours perçu ou accepté ou par l'équipe pédagogique, qui souvent va dire, mais finalement, l'alimentation, c'est le rôle des familles. Il y a quand même de l'alimentation qui se passe dans le cadre scolaire, et donc ce rôle pédagogique, il est réel. Il va être d'autant plus réel que plus le temps passe, plus des matières liées à l'environnement, à la santé, à la citoyenneté sont proposées dans le cadre de l'école. Et donc l'idée, c'est aussi de gagner en cohérence entre ce qu'on raconte aux enfants et ce qui se joue sur le temps de midi ou ce qui se joue durant les collations pour gagner en cohérence et ne pas leur raconter quelque chose et puis leur faire manger quelque chose qui n'est pas du tout cohérent par rapport à ce qu'on leur a dit. Et alors le troisième élément qui est aussi très important, c'est l'élément de lien social, donc c'est la dimension de partage du repas. Et là, de nouveau, au niveau de la collation, il y a énormément d'enjeux, il y a quelque chose de très identitaire, il y a l'impact de la publicité, bien sûr. Les familles ont souvent beaucoup d'attachement à toute une série de collations qui sont très sucrées, très grasses, etc., parce qu'il y a une publicité terriblement bien orchestrée alentour de tout ça. Et donc, il y a des échanges qui se font de collations entre les enfants. C'est vraiment un enjeu important. Et donc, arriver sur ce terrain-là a beaucoup de sens pour proposer une alternative qui, petit à petit, a gagné vraiment l'adhésion, en fait, des enfants et des familles. Merci. Alors, la qualité que nous recommandons pour la cantine scolaire, c'est une alimentation qui doit être pleine de vie, qui doit être la plus locale possible et qui doit être avec plus de végétal. Pour nous, c'est vraiment les trois critères qu'on met en avant
pour driver en fait toute la transformation de la cantine, pour pouvoir communiquer aussi relativement simplement vers les familles, vers les enfants, vers les fournisseurs, vers les cuisiniers, etc. Donc, la notion pleine de vie nous renvoie directement à tout ce qui est produit sans pesticides, la plus locale possible, je ne dois pas vous l'expliquer. Et avec plus de végétal, c'est plutôt que de mettre l'accent sur il faut diminuer la proportion des protéines animales, etc. Nous, on préfère mettre l'accent sur le fait de ramener vraiment le végétal local et la grande diversité du végétal qui est produit en Wallonie. Il y a plus de 70 types de légumes qui sont produits chez nous, de le ramener vraiment dans l'assiette, de nouveau avec un rôle pédagogique, puisque l'idée, c'est vraiment de faire connaître par l'expérience à l'enfant toute cette diversité végétale qui est produite chez nous. Et donc, vous le voyez, le potage collation répond directement à ces trois critères. Et donc, en fait, la dynamique qui va devoir se mettre en place si on veut installer un potage collation, c'est qu'est-ce qui est possible pour cette école-là, qu'est-ce qui est possible pour cette commune-là, qui sont les producteurs biolocaux, sols vivants, etc., avec lesquels on peut rentrer en interaction pour les matières premières de ce potage collation, qui sont les fabricants, est-ce qu'on va travailler avec l'école, les cuisiniers de l'école, est-ce qu'on va travailler avec un traiteur qui peut-être déjà travaille avec l'école, est-ce qu'on va travailler dans le cadre de la filière? Tout ça, ce sont les questions, les premières questions qu'on se pose autour du potage. Donc, le potage est un repas relativement simple. Il est perçu comme simple. Tous les acteurs de terrain, on sait que c'est loin d'être aussi simple, mais néanmoins, c'est la première pierre qu'on peut vraiment poser pour l'édifice de la cantine durable. Et donc, ces questions qu'on se pose autour de ce potage, on va dire, elles sont réduites à la plus grande simplicité possible, et néanmoins, ça va entamer progressivement toute la transformation de la cantine. Et donc, le potage collation, il a été introduit depuis 2014 dans nos cantines scolaires. Avec le collectif, on a accompagné aujourd'hui plus de 300 écoles, mais le potage collation s'est fait connaître surtout depuis 2020. Donc, on l'a oublié, mais nous avons lancé la filière de fabrication de potage collation en plein Covid. Donc, ça a aussi été une démonstration de cette capacité opérationnelle de mettre en œuvre cette filière dans une situation de crise. Donc le potage, a aussi cette dimension de solution en situation de crise, puisqu'on a pu faire rentrer des containers de potage dans les écoles. Et donc, depuis 2020, il y a vraiment eu un focus grâce à cette filière de potage collation qui s'est développée. Alors, pour rentrer dans la filière de potage collation, il y a des conditions, puisque c'est une filière dont le budget émane du ministre de l'Action sociale. Et donc, il y a des conditions pour participer à cette filière de potage collation. Mais dans tous les cas, on peut aussi produire du potage collation sans être dans la filière. Ce qui est en tout cas important pour nous, c'est que la qualité et l'accompagnement font partie du package potage collation. L'idée, c'est que pour vraiment que ce potage collation atteigne tous ses objectifs, donc soit destiné à tous les enfants, qu'il n'y ait pas de différence d'un enfant à l'autre, que l'effet de groupe en fait des enfants fonctionne, et c'est ça qui fait que 95% des enfants aiment le potage collation, l'attendent à la récréation, etc. Pour que tout ça se mette en place, il faut que l'accompagnement de terrain dans le lancement du potage collation soit présent en termes de communication, en termes de gestion logistique, en termes de suivi des pièces détachées, en termes de gestion des facturations, mise en place de la facturation, etc. Bref, tout cet accompagnement-là que nous proposons. Et donc, dans le cadre de la filière actuellement, je vous ai mis des petits chiffres en dessous pour vous donner une petite idée. Donc, nous avons pour l'instant produit 176 services dans 152 implantations. On a consommé 89 tonnes de légumes. 89 000 kilos de légumes qui ont été transformés en potage. On a travaillé avec plus ou moins 50 maraîchers et coopératives. On a produit jusque maintenant, parce qu'on a encore les 4 mois de l'année 2024 qui ne sont pas comptabilisés ici, mais on a produit pour l'instant 166 000 litres de potage grâce au travail de 17 fabricants en économie sociale, ce qui, fin 2024, représentera 1,5 million de portions de potage collation gratuite servies à plus ou moins 18 750 enfants. Voilà, c'est pour vous donner un peu l'idée de ce qu'est devenu aujourd'hui la filière de potage collation. Donc, nous ne sommes plus sur un projet pilote, nous sommes sur un projet qui a
voilà, qui a un potentiel de développement qui se fera ou pas dans le cadre de la filière en fonction des choix du prochain gouvernement. Alors, le slide suivant, voilà, donc ça c'est un résumé du potage collation, de tout ce qui est mis en œuvre dans ce contexte. Donc, les fabricants sont formés, le matériel est sélectionné, la logistique est organisée, les écoles sont accompagnées, le personnel au sein des écoles est accompagné et formé, les familles sont informées, et donc nous avons tous les outils nécessaires au développement de la filière ou d'un service de potage collation pour une école ou pour une commune. Donc, nous avons des descriptifs de qualité, des accords avec l'AFSCA, nous avons un système de calculateur, de recettes, des supports de communication, etc. Et donc, vous voyez en dessous, c'est ça qui est surtout intéressant, c'est vraiment d'avoir une bonne idée de c'est quoi finalement une filière et le développement d'une filière. C'est à chaque maillon, depuis la terre jusqu'au bol de potage, et même encore après, parce qu'il faut laver ce bol de potage pour que pour le service suivant, tout soit propre. Chaque maillon doit être pensé, efficace, doit connaître ce qui se passe avant, ce qui se passe après, doit comprendre qu'il s'insère dans une filière, etc., etc. Et donc, le petit vélo vert que vous voyez, c'est aussi pour, quand on a l'occasion, on peut aller encore un pas plus loin, et notamment dans le cadre de la ville de Liège, les écoles étant suffisamment proches les unes des autres, on a des livraisons en vélo cargo, donc des conteneurs de potage qui rentrent parfaitement bien dans les vélos cargo. Ben, tout ça, ça a été pensé, c'est pas un hasard en fait, c'est vraiment quelque chose qui a été pris en charge de manière globale. Merci, tu peux passer au slide suivant. Et donc ici, je fais le lien avec le thème du jour. Quelle heure est-il? 10h52. Super, j'ai encore le temps. Donc je vous disais qu'on n'est plus tout à fait dans un projet pilote. On a déjà imaginé ce qu'il pourrait devenir dans l'avenir. Aujourd'hui, donc, on propose 2 potages par semaine par élève, ce qui représente entre 50 et 70 services par an pour une école. Si je regroupe, donc aujourd'hui on travaille dans le fondamental et le secondaire, mais si je regroupe le potentiel qu'il y a dans le fondamental, le secondaire et le spécialisé, on arrive à plus ou moins 905 000 élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc aujourd'hui, la filière qui représente plus ou moins 18 000 élèves, c'est 2% du potentiel. Alors, j'ai fait un petit calcul pour voir en termes de terre publique ce que ça pouvait représenter. Donc, je pars sur une référence de production de type sol vivant de 15 tonnes de production à l'hectare. Donc, sous-entendu, on ne cultive pas sur l'hectare complet puisqu'il y a une partie qui est en jachère, etc. Donc, ce 15 tonnes à l'hectare, je l'ai extrait de conversations avec une vingtaine de maraîchers. Bref, finalement, il faut bien définir une norme. Donc, on est parti sur cette norme-là. Et on a 30 sortes de légumes qui sont utilisés pour le potage. Si je pars sur 50 potages par élève et par an, avec des volumes de potage différents, donc pour le fondamental, on est sur 120 millilitres de potage produit, et sur le secondaire, on est plus ou moins sur 250 millilitres de potage produit par enfant ou par jeune. Et du coup, bah voilà, vous avez les calculs sous les yeux. Dans le premier cas, on est sur 3 millions de litres. Dans le deuxième cas, on est sur 4 millions et demi de litres avec le volume de légumes correspondant. Et si je les retraduis en terres qu'il faudrait mettre à disposition pour ce potage, on arrive au total à 250 hectares, ce qui représente pas grand-chose par rapport à la surface agricole utile. Et si on voulait diviser par 5 pour voir ce que ça représente pour une commune, pour une province, on est plus ou moins sur quelque chose de l'ordre de 50 hectares par province. Imaginons que dans le développement de cette logique, on décide de le faire en différentes phases et on décide de déjà dédier 10 hectares pour la fabrication du potage par province. On pourrait littéralement exploser le potentiel de la filière, c'est-à-dire de l'emploi. Donc aujourd'hui, sur une filière comme celle qui existe aujourd'hui, il y a plus de 260 personnes qui sont impliquées. Donc on peut générer de l'emploi, on peut générer de la sécurité au niveau de l'achat des matières premières, on peut générer de l'organisation au niveau des plans de culture, de l'organisation entre les maraîchers, entre les coopératives, etc., etc. Donc c'est un projet qui, s'il doit se développer en termes de filière, doit être pensé autrement que comme il n'a été pensé jusqu'à présent. D'un projet, on ne passe pas d'un projet qui est à hauteur de 2% du potentiel
sur un projet, par exemple, à 10% du potentiel, comme ça, en 2 secondes. C'est vraiment quelque chose qui demande de la réflexion, de la recherche, du développement. Mais ça, c'est pour la filière. Donc, la filière sous-entend de la subvention et de la gratuité pour les bénéficiaires. En dehors de la filière, les communes, les CPAS peuvent se trouver intéressés par ce type de projet. Et à ce moment-là, il faut réfléchir et développer le projet en direct. Et nous avons d'ailleurs aujourd'hui 3 communes avec lesquelles nous travaillons sur des débuts de filière de potage collation à l'échelle de la commune, en dehors de la filière qui a été développée dans le cadre de la région wallonne jusqu'à présent. Voilà, je vous remercie. Je vous montre maintenant quelques images pour vous donner à voir aussi ce qui se passe dans cette filière. Donc, on a ici les enfants qu'on ramène évidemment sur les maraîchages pour faire le lien. Donc, ces animations-là, ces visites-là sont très importantes dans le cadre du travail que nous faisons. Merci. Le slide suivant. Voilà, ici, on a par exemple la halle de Han. Donc, nous voyons là, ici, nous sommes à Tatigny, hein, donc dans le Luxembourg. Et nous avons ici l'équipe qui produit le potage collation pour le sud du Luxembourg. Merci. Pour le slide suivant. Voilà, ici, ce sont quelques images d'ateliers. Donc, on focalise, comme je vous l'ai dit au début, sur l'expérience directe. Et donc, on a ici de la dégustation de végétaux crus, qui est un outil le plus efficace possible qu'on ait trouvé pour que l'enfant ait envie de goûter ce qu'il ne connaît pas. Merci. Alors voilà, ici, c'est l'alliance entre la distribution du potage et la visite de maraîchage. Et je pense qu'il y a encore une slide. Ah non, voilà, c'est la fin. Je vous remercie pour votre attention. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, je n'entends pas Françoise. Ah, pardon. Donc voilà, vous m'entendez mieux? Oui. Voilà, désolé. Donc merci Sylvie pour cette très intéressant et pragmatique, donc qui est le fruit d'une longue expérience sur le terrain de ces potages collations. Je note les 250 hectares. Je pense qu'on les a en terre communale ou terre de CPS pour fournir les potages à l'ensemble des enfants. Donc voilà, un sacré défi de connexion entre des enjeux de terre agricole communale et d'approvisionnement alimentaire des enfants. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Je l'ai peut-être pas dit de manière explicite. Nous aurons un moment de débat en fin d'intervention. Je vais passer directement la parole donc à Simon Lechat, qui est salarié, qui travaille à Manger Demain et qui est juriste et qui a également donc une bonne expérience de ces cahiers des charges qui sont adaptés aux agriculteurs et donc il présente une véritable méthodologie de travail pour faire coller au mieux vos besoins alimentaires dans le cadre de procédures donc de collectivité évidemment, de procédures de marché public, tout en valorisant, en soutenant des agriculteurs locaux. Merci Simon, je te passe la parole. Je vous mets le micro et je mets le son sur mon ordinateur. Ouais. Bonjour à tous. Donc voilà, merci Françoise. Donc effectivement, je m'appelle Simon Lechat, je travaille pour la cellule Manger Demain. Donc j'imagine que la plupart d'entre vous, vous connaissez la cellule. Mais pour recontextualiser brièvement, donc la cellule Manger Demain, c'est une cellule qui a été créée par la région wallonne il y a quelques années afin de mettre en œuvre les différentes politiques de la région wallonne en matière d'alimentation durable. Et une de ces grandes politiques, de ces grandes actions, qui est notre mission principale, c'est le Green Deal cantine durable, qui poursuit 2 objectifs. Donc un objectif d'obtention du label cantine durable. Donc c'est un nouveau label, un label qui a été créé aussi il y a 2-3 ans. Et qui repose sur toute une série de critères en matière d'alimentation durable, et un autre objectif tout à fait complémentaire, évidemment, qui est celui de relocaliser progressivement l'approvisionnement alimentaire des collectivités. Et c'est dans ce cadre de cet objectif de relocalisation que ici j'interviens avec ce travail sur les marchés publics alimentaires.
parce qu'effectivement, bon, les marchés publics alimentaires, les marchés publics en général, c'est une matière assez complexe qui fait toujours un peu peur. On a toujours peur des recours, on a toujours un peu peur d'être censuré par la tutelle, etc. Donc, il y a beaucoup de peur par rapport à ça. Toutefois, mon objectif dans cette présentation qui sera quand même assez sommaire, je vais essayer de faire de dresser le portrait assez rapidement de ce qu'il est possible de faire. L'objectif, c'est vraiment de montrer que, voilà, malgré les freins que pourrait représenter la réglementation des marchés publics, il y a toujours des solutions. Et donc, en fait, on entend souvent que c'est pas possible de relocaliser à cause des marchés publics. Ben, moi, mon intention ici, à travers cette présentation, c'est de vous montrer que c'est toujours possible, en fait. Donc, voilà. Ici, l'idée donc est de présenter ça assez brièvement. On propose aussi en parallèle des formations sur justement les marchés publics qui rentrent un peu plus dans le détail. Et aussi, on a un guide pratique à destination des collectivités pour mettre en place des marchés publics alimentaires qui sera mis à jour, donc qui avait été rédigé il y a quelques années, qui va être mis à jour ici dans les prochaines semaines. Donc, mais on vous mettra le lien en fin de présentation. Euh, donc voilà, l'idée c'est vraiment de permettre, comme je le disais, malgré ces marchés publics, cette réglementation un peu complexe, un peu compliquée, d'arriver à ne pas exclure, voire favoriser des acteurs locaux à travers ces marchés. Donc, quand on parle de marché public alimentaire, il y a deux types de marchés principalement. Vous avez des marchés de fourniture, donc qui correspondent à l'achat de denrées alimentaires. Là, on est sur des cantines qui sont gérées de manière autonome et qui, en fait, doivent acheter des produits bruts pour leur cantine. Et un autre type de marché, c'est les marchés de services. Là, c'est quand on est sur un système de cantine concédé, c'est-à-dire que la collectivité sous-traite, si vous voulez, la préparation, la livraison de repas à une société externe, à un traiteur externe. Donc là, on est plutôt sur un marché de services. Et cette distinction aura son importance par la suite. Donc, l'idée vraiment, c'est de pouvoir essayer de proposer une méthode assez concrète, assez pratique sur la manière de rendre son marché public le plus durable possible. Donc, ça se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est la connaissance alors oui, là, je me suis justement trompé. Tu peux peut-être passer au deuxième point. Donc, c'est connaître. Ouais, attends. Alors en fait, voilà, j'ai oublié de remettre à jour ici les slides. En fait, dans les marchés publics, on entend souvent que la première étape, c'est de connaître son besoin, etc. Moi, ici, justement, j'ai voulu volontairement mettre comme première étape la connaissance de l'offre. Donc là, il faudra que je rechange dans les slides. Mais la première étape, selon moi, c'est bien cette connaissance de l'offre disponible au niveau de votre territoire. Et ça rejoint donc un peu aussi le travail donc, du coup, qui était présenté par Sylvie. Pour moi, c'est vraiment ici ce qui est le plus important, c'est de prospecter le marché. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait autorisé, voire encouragé par la réglementation des marchés publics et qui consiste en fait à vous intéresser un peu à le produit que vous voulez acheter. La personne qui passe les marchés publics, elle est potentiellement amenée à passer des marchés sur différents types de fournitures, donc de l'alimentation, du matériel de bureau, etc. Enfin, plein de choses différentes. Elle n'est pas forcément hyper experte dans tous les domaines. Et donc ça, c'est vraiment la première étape la plus importante. On a d'ailleurs, ici, on aura le témoignage de Martine Cuignet pour le CPS d'Anguien et de Davidé pour l'intercommunal Isocel, avec lesquels on a travaillé et qui ont fait ce travail vraiment en amont qui est le plus important. Et donc, en quoi ça consiste concrètement? Eh bien, c'est d'aller à la rencontre des producteurs locaux, des fournisseurs qui s'inscrivent dans une démarche circuit court présents sur votre territoire, comprendre comment ils fonctionnent, quelles sont leurs modalités de livraison. Donc, ça peut être très pratico-pratique, voir éventuellement s'ils sont en bio, s'ils sont en conventionnel, quelle est leur démarche au niveau agricole, leur zone de livraison, enfin vraiment tout cet aspect très pratique pour avoir une connaissance la plus large de ce qui existe autour de chez vous. Pour ce faire, évidemment, il y a plein
plein de structures qui existent, hein. Donc, ici, chez Manger Demain, on propose un accompagnement, vraiment une mise en lien entre producteurs, collectivités. Mais vous pouvez aussi vous adresser évidemment au groupe d'action locale de votre territoire ou à des structures comme justement le collectif des cantines durables qui travaille justement toujours très fort sur cette étape-là de connaissance des maraîchers autour de la cantine. Donc voilà, tu peux repasser à la slide juste avant parce que moi c'est un peu compliqué. Et donc voilà. Donc la deuxième étape qui intervient juste après, c'est justement de pouvoir connaître vos besoins. Donc ça, c'est la connaissance des besoins, et de pouvoir confronter ces besoins avec l'offre disponible. Pour connaître ces besoins, ce qui est super important, vraiment, c'est de pouvoir impliquer toutes les parties prenantes, toutes les personnes qui gravitent autour de la vie et du fonctionnement de cette cantine. Donc évidemment, il y a la direction, il y a le service des achats, mais aussi évidemment les cuisiniers et toute personne, les mangeurs, donc, au plus cette réflexion va se faire de manière concertée avec le plus de parties prenantes et au plus ce sera vraiment pertinent. Et donc, dans cette étape-là, vous allez vraiment regarder un petit peu comment fonctionne votre cantine. Est-ce qu'on utilise des produits, beaucoup de produits surgelés ou plus de produits frais? Quels sont les volumes qu'on achète? Quels sont les budgets disponibles? Quelles sont les fréquences de livraison dont on a besoin, etc. Est-ce qu'on veut du bio? Est-ce qu'on veut du conventionnel? Tout ça, évidemment, se fait au regard de l'offre disponible. Donc, on peut vraiment adapter. Tu peux du coup avancer la troisième. Tu peux encore avancer, je crois. Voilà. L'idée, c'est vraiment, avec cette connaissance de l'offre disponible sur le territoire et cette connaissance de vos besoins en interne, c'est de pouvoir confronter les deux et de vous dire, voilà, effectivement, ma cantine travaille avec beaucoup de légumes surgelés, mais il y a quand même beaucoup de maraîchers locaux autour de chez moi qui travaillent avec des légumes frais. Comment faire? Euh, Vous avez je sais pas moi, un producteur de yaourt qui est près de chez vous, qui s'est livré le mercredi. D'habitude, vous êtes livré le lundi. C'est ce genre de situations vont pouvoir se présenter. Vous allez avoir, par exemple, dans vos menus fréquemment de la dinde et vous vous rendez compte en allant voir auprès des coopératives locales que, en fait, en Wallonie, il y a très peu, voire pas du tout, de producteurs de dinde. Et donc, voilà, c'est compliqué d'avoir de la dinde wallonne. Mais voilà, c'est toutes des questions qu'on se pose. Et à ce moment-là, voilà, de voir est-ce que je réajuste mon besoin. Typiquement, je change la date de livraison demandée, je retire la dinde des menus, etc. Ou est-ce que je maintiens ça dans mon mode de fonctionnement? Donc les deux sont possibles, mais ça permet justement déjà de mettre en parallèle l'offre disponible et votre besoin. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, dans les marchés publics, l'étape aussi cruciale, ça va être de choisir la procédure adéquate. La procédure, en fait, des marchés publics, tout ça évidemment réglementé par la, 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 la loi des marchés publics. Le choix de la procédure, il va dépendre du montant de votre marché. Donc, plus vous allez avoir un montant de marché important, donc plus le marché va avoir un enjeu au niveau financier important, et plus votre procédure va être une procédure plus contraignante, avec beaucoup plus de lourdeur administrative, etc. Donc, évidemment, l'intérêt, c'est d'essayer d'avoir des procédures qui sont les plus simplifiées possibles. Et en fait, une procédure vraiment intéressante au niveau des marchés publics alimentaires dans cette perspective de relocalisation, c'est la procédure négociée sans publication. Alors, il faut savoir dans les procédures, une des grosses distinctions, c'est les procédures qui nécessitent que le marché soit publié et les marchés sans publication. Quand vous devez publier, vous publiez sur une plateforme officielle et tout opérateur intéressé peut y répondre. Quand vous ne publiez pas, vous êtes toujours obligé, soumis au respect de la libre concurrence, mais vous pouvez plus librement choisir, déterminer quelques
producteurs, quelques fournisseurs que vous allez contacter. Donc là, vous pouvez déjà faire une présélection en choisissant des fournisseurs qui sont déjà dans une logique et dans une démarche de circuit court. On peut avancer. Pour ce faire, il est possible de considérer vos marchés publics de manière différente, donc de faire des marchés différents, distincts en fonction de la catégorie de produits. Donc de considérer que la viande, c'est un marché particulier, les fruits et légumes, c'est un marché particulier, etc. Sans tomber dans l'illégalité. Donc, ce qui est illégal, c'est de considérer qu'un marché qui devrait être un marché global, unique, parce qu'il forme une gamme homogène de produits, soit artificiellement saucissonné. Mais là, en l'occurrence, au niveau de la réglementation des marchés publics, on estime que ces différentes gammes de produits constituent bien des marchés différents. Donc, vous pouvez déjà faire distinguer vos marchés, ce qui va avoir potentiellement tendance à diminuer un petit peu les montants de ces marchés et de vous permettre peut-être d'aller vers des procédures un peu plus simplifiées. Alors, une fois qu'on a fait ça, là, on va pouvoir vraiment rentrer dans le cœur du sujet et élaborer son cahier des charges. Alors, la première étape dans l'élaboration de son cahier des charges, c'est l'objet du marché. L'objet du marché, il est important parce que tout ce qui va suivre, toutes les clauses, tous les critères qui vont être inscrits dans votre marché doivent être proportionnés et liés à l'objet du marché. Ça, c'est vraiment la base même de la réglementation des marchés publics. C'est que vos critères soient objectifs, c'est-à-dire liés à l'objet du marché. Vous achetez des fruits et légumes, eh bien, il faut que derrière vos critères soient reliés à cet objectif d'acheter des fruits et légumes. Et proportionnés. Donc, si on estime que vos critères peuvent plus ou moins être objectifs, mais sont disproportionnés et qu'on sent que derrière, il y a une volonté trop forte d'orienter votre marché vers un fournisseur plutôt qu'un autre, ça pourrait être considéré comme disproportionné et donc illégal. Tu peux passer, voilà. Donc c'est ça qui est important, c'est donc ce principe d'égalité de non-discrimination. Ça me permet déjà de préciser on y reviendra aussi plus tard, mais que c'est la raison pour laquelle, en fait, aujourd'hui, favoriser expressément dans son cahier des charges une origine géographique précise. Par exemple, dire que vous voulez que votre viande de bœuf soit issue d'éleveurs wallons, c'est une clause qui est interdite parce qu'elle va être considérée, alors c'est expressément interdite, mais plus loin que ça, c'est qu'en fait, on va considérer que l'origine géographique, elle n'est pas, le critère lié à l'origine géographique n'est pas objectif, n'est pas lié en fait à l'achat de nourriture. Donc le fait, dans le sens de la réglementation, le fait que vous achetiez de la viande de bœuf espagnole ou wallonne, pour la réglementation, ça doit être considéré comme étant la même chose. Et en fait, ça, c'est quelque chose d'historique qui est en train d'évoluer. Et donc, peut-être qu'à terme, il y aura une évolution au niveau de la réglementation. Mais historiquement, dans les marchés publics, dans les années 90, on considérait que le seul critère objectif, c'était le prix. Et donc, tout autre élément en dehors du prix devait être considéré comme subjectif et interdit. Typiquement, aujourd'hui, on peut clairement, on le verra, inscrire un critère sur le bio, donc demander que vos carottes ou vos pommes soient issues soient certifiées selon l'agriculture biologique. À une époque, historiquement, ça a été interdit parce qu'on considérait en fait que le fait de demander que vos pommes soient bio, c'était pas objectivement lié au fait d'acheter une pomme. Vous achetez une pomme bio ou pas bio, ben ça reste une pomme et il n'y a pas de distinction à faire. Évidemment et heureusement, depuis, ça a évolué. Donc de plus en plus, on permet et on encourage, au-delà du prix, de mettre des critères qualitatifs, de durabilité, etc. Donc on avance tout doucement là-dessus. Et donc il y a maintenant toute une série de critères qui vont pouvoir être proposés dans votre cahier des charges, et ça on va le voir juste après. On va passer à la deuxième étape, qui est pour moi l'étape sans doute la plus importante dans la conception de son cahier des charges et qu'on va relier à l'autre étape dont je vous parlais vraiment primordiale, qui était celle de prospection du marché, c'est celle de prévoir des lots. En fait, aujourd'hui, on a souvent des marchés publics qui vont, par exemple,
le pire des cas, ça va être un marché, par exemple, global pour l'achat de tout type de denrées alimentaires. Et on fait un marché global, unique, où on va demander aux fournisseurs, à un seul fournisseur, de vous fournir des fruits, des légumes, de saison, pas de saison, de la viande de bœuf, de la viande de volaille, etc. Alors là, vous pouvez être certain que les seuls qui vont pouvoir être amenés à répondre, c'est des grossistes qui sont vraiment dans des filières plus industrielles, etc., qui savent aller chercher tout type de produits un peu partout en Europe, un peu partout dans le monde. Et donc là, on va d'office complètement bloquer ce marché. Et donc là, c'est super important de pouvoir justement allotir, donc prévoir des lots. Et les lots, c'est quoi? En fait, c'est des subdivisions de votre marché. Donc au sein de votre marché, vous allez prévoir des différentes subdivisions. Et l'intérêt, c'est que le soumissionnaire, le fournisseur, l'opérateur économique qui est intéressé, il va avoir la possibilité de répondre à seulement un seul des lots, soit à plusieurs des lots s'il y a plusieurs lots auxquels il sait répondre, voire à tous les lots s'il sait répondre à tout. Mais au moins, ça lui permet de répondre à un seul lot s'il ne sait répondre qu'à celui-là. Et donc ça, l'intérêt, c'est vraiment de le relier à votre prospection de marché. Et ça vous permet vraiment d'aller très progressivement dans votre allotissement et dans votre relocalisation. Ici, je prends quelques exemples. Par exemple, si vous vous rendez compte qu'il y a proche de vous, ça arrive souvent pour la viande par exemple, une coopérative spécialisée ou un producteur, si vous êtes une petite cantine, un producteur individuel, spécialisé dans la viande de volaille, typiquement si vous faites un marché viande où vous demandez aux fournisseurs de vous fournir tout type de viande, le producteur individuel de volaille, voire même la coopérative spécialisée dans la volaille, elle sera incapable de répondre parce que elle est spécialisée dans un type de viande. Et donc là, la solution, et donc ça, évidemment, encore une fois, à remettre en lien avec la prospection que vous aurez faite en amont, eh bien, du coup, la solution, c'est dans votre marché viande, vous faites deux lots, un lot volaille et un lot autre viande. Vous pourriez imaginer de faire un lot viande de bœuf, un lot viande de porc, etc. Mais on peut aussi commencer modestement, j'ai envie de dire, ce qui serait déjà très bien, c'est de se dire on va commencer avec deux lots, comme ça vous multipliez pas, parce que c'est un peu l'effet pervers parfois des lots, c'est que vous pouvez vite avoir multiplié le nombre d'interlocuteurs quand vous devez passer vos commandes. Ça peut être compliqué quand on commence à relocaliser. Donc, vraiment y aller progressivement en faisant ce type de lot. Pour les marchés fruits et légumes, c'est super intéressant aussi parce qu'évidemment, la problématique qu'on va rencontrer, c'est que les producteurs locaux, ils vont être en mesure de vous fournir par définition des fruits et légumes de saison, sauf s'ils font de l'achat-revente, mais en tout cas, voilà, globalement, normalement, les, 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 les fruits et légumes qu'ils vont produire sont des fruits et légumes de saison. Mais vous, évidemment, en tant que collectivité, cantine qui s'engage dans un processus de transition, ça peut être compliqué pour vous du jour au lendemain de passer à du 100% de saison. Voilà, il y a des habitudes de cuisiniers, des usagers, donc c'est compliqué de passer à 100% de saison. Donc on peut très bien imaginer deux lots avec un lot légumes frais de saison et un lot fruits et légumes hors saison, par exemple. Ce qui vous permet d'avoir un producteur local ou une coopérative qui va répondre spécifiquement, uniquement à ce lot fruits et légumes de saison avec lequel vous allez pouvoir travailler, et puis un grossiste traditionnel qui va répondre au lot fruits et légumes hors saison. Et donc, vous allez pouvoir avoir les deux et travailler avec votre producteur local. C'est vraiment super important parce que on a aussi souvent cette impression que quand on se lance dans le processus de relocalisation à travers les marchés publics, c'est presque tout ou rien, quoi. Mais c'est pas le cas. Vraiment, il y a vraiment moyen d'y aller progressivement. Et donc voilà quelques exemples. Il y en a d'autres. Là, on peut passer à la slide suivante. Donc là, une fois qu'on a élaboré son objet de marché, qu'on a alloti son marché en fonction de la prospection on a effectuée, on va pouvoir vraiment définir les critères de durabilité qui vont en fait favoriser des acteurs durables et qui vont aussi potentiellement favoriser des acteurs du circuit court, etc. Alors, euh, donc là, comme je le disais précédemment, le critère qu'on aurait intuitivement envie d'inscrire sur l'origine géographique, malheureusement, un tel critère, il est obligatoire, il est interdit, pardon, parce que justement, il est considéré comme disproportionné, subjectif, et donc il est interdit. Mais c'est pas du tout un problème en tant que tel, parce qu'il y a toute une série de critères qui vont permettre
justement, comment dire, arriver à garder des critères objectifs tout en favorisant un approvisionnement souvent plus local. Je vais détailler ça un peu mieux. Alors, tu peux peut-être juste revenir à la slide juste avant que je vérifie. Alors, pour ce faire, en fait, donc vous allez utiliser dans votre cahier des charges essentiellement les critères d'attribution, donc ils vont permettre d'attribuer, d'octroyer des points aux offres et qui vont permettre de justement comparer les différentes offres. Alors, dans les critères d'attribution, évidemment, le critère obligatoire qui doit toujours revenir, c'est le prix. Mais comme je vous le disais, maintenant, on peut vraiment prévoir plein d'autres critères qui vont permettre justement d'évaluer les offres sur d'autres aspects, comme la durabilité, comme la qualité, etc. Le prix doit toujours se retrouver, mais dans la pondération des critères, le prix peut vraiment avoir une pondération beaucoup plus faible que les autres critères. Donc là, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut jouer aussi. Si évidemment votre prix vaut pour 80% de l'évaluation de l'offre, même si derrière vous avez, je sais pas, 10 ou 20% de critères de durabilité, forcément le prix va toujours être quand même prépondérant. Donc ça, c'est vraiment à trouver l'équilibre. Donc ça, c'est sur les critères d'attribution. Et à côté de ça, vous avez les spécifications techniques qui sont là vraiment des exigences que vous allez imposer. Donc là, contrairement aux critères d'attribution, si l'offre ne répond pas à vos spécifications techniques, elle doit être simplement tout bonnement rejetée. Alors, ce qui est super important, c'est, et on va le voir quelques exemples, de bien définir vos critères et exigences. C'est important parce que, en fait, il faut garder en tête que votre marché public, votre cahier des charges, c'est un contrat, en fait. C'est un contrat que vous passez avec le fournisseur et que si vos clauses ne sont pas assez précises, en fait, elles ne servent pas à grand-chose. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Donc ça, c'était... tu peux passer à la slide suivante. Donc voilà quelques exemples de clauses qu'on retrouve. Ça, c'est des clauses qui sortent de certains de cahiers des charges, hein, donc j'ai rien inventé, qui démontrent quand même qu'il y a une volonté claire de la part de la collectivité d'inscrire son marché dans une perspective durable, mais qui sont vraiment problématiques parce qu'elles sont pas assez précises, pas assez exigeantes. Par exemple, on va parler de l'adjudicataire. Donc l'adjudicataire, c'est l'opérateur économique qui obtient le marché, donc le fournisseur à qui le marché va être attribué s'engage à limiter au maximum les intermédiaires. La question qui se pose, c'est, OK, au maximum, ça veut dire combien? Ça veut dire 1, ça veut dire 5, ça veut dire... Une clause comme ça, en fait, elle n'est pas effective parce qu'il n'y a pas vraiment moyen de s'appuyer dessus pour contraindre l'adjudicataire. Des expressions comme si possible, c'est pareil. Si possible, ça veut dire quoi? Utiliser un maximum ou un minimum. Donc voilà, ça, ce sont des clauses qu'on retrouve souvent, qui démontrent encore une fois une bonne volonté, mais malheureusement qui sont problématiques. Alors là, il faut falloir être un peu plus précis. Tu peux peut-être revenir, je suis désolé, je te fais des allers-retours, à la slide juste avant. Donc, il faudra être un peu plus précis. Et les clauses qu'on va utiliser pour justement essayer de favoriser ces acteurs locaux, eh bien, il y en a deux, je vais dire, qui sont des alternatives vraiment, pour moi, super intéressantes à l'interdiction de la clause du local. C'est le circuit court et la transparence. Alors, le circuit court, à bien définir comme non pas sur base géographique, mais comme étant la limitation du nombre d'intermédiaires. Donc là, c'est considéré comme tout à fait objectif au niveau de la réglementation parce qu'en plus, ça justifie pas sur une base de local, pas local, ça justifie sur une base, en réduisant le nombre d'intermédiaires, vous allez permettre notamment une meilleure connaissance déjà du mode de production, puis surtout, vous allez permettre au producteur initial, au moins il y a d'intermédiaires, de fixer plus librement son prix. Et donc ça, typiquement, c'est un critère qui va être autorisé. En sachant que plus vous allez limiter le nombre d'intermédiaires, plus ça va être difficile pour votre fournisseur d'aller chercher des produits qui sont loin au niveau géographique. Plus vous limitez le nombre d'intermédiaires, plus votre fournisseur va avoir tendance à aller chercher localement. C'est vraiment une alternative tout en restant tout à fait objectif parce qu'on peut très bien imaginer un contre-exemple que vous ayez un seul intermédiaire et que votre fournisseur aille s'approvisionner directement auprès d'un producteur, un éleveur espagnol. Là, on est dans une démarche circuit court parce qu'on est avec un intermédiaire unique, par exemple, si on le définit comme ça, mais on n'est pas dans du local. Mais dans règle générale,
ben, ça va quand même favoriser le local. Et le critère, l'exigence qui est un peu le corollaire et que j'aime bien aussi imposer dans un cahier des charges, c'est la transparence sur toute la filière. C'est-à-dire que ben, votre fournisseur, ok, il peut vous fournir des pommes, des pois, mais il est censé pouvoir vous dire de quel producteur les pommes viennent, de quel producteur les pois viennent. Et on peut imaginer ça même sur n'importe quelle filière. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ben, lui, au moins, ça impose que ben, il connaisse les producteurs avec lesquels il travaille. Et donc là, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de toujours mettre ça en lien avec les lots. Donc vous pouvez très bien imaginer si pour vous, ça vous semble compliqué parce que ça va faire exploser votre budget de faire un seul marché pour des fruits et légumes, circuit court, avec une transparence totale. On peut très bien faire deux lots avec fruits et légumes de saison en circuit court où on impose une transparence totale sur la filière, et puis faire un lot plus général avec moins de critères. Donc vous pouvez faire des critères vraiment différents, des critères d'attribution et des exigences évidemment différentes en fonction de votre lot. Ça, c'est super intéressant. Alors, il y a d'autres critères, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui sont évidemment super importants dans une perspective d'alimentation durable. C'est le critère sur le bio, donc c'est comme je le disais, le commerce équitable pour les produits exotiques. Le test gustatif, ça en partant du principe que logiquement, si vous avez un produit artisanal venant d'un producteur local, etc., bien, l'idée, c'est que le test gustatif soit favorable, et donc on peut tout à fait faire un test de goût ou de comportement à la cuisson, etc. Il faut évidemment à ce moment-là entourer tout ce test de toutes les garanties d'objectivité pour ne pas retomber dans ce risque de subjectivité et être éventuellement sujet à des recours. Voilà, il y a des clauses sur le bien-être animal. Donc ça, par exemple, pour la volaille, etc., ça peut être très intéressant. Pour les œufs, plein air, bio, etc. Des visites pédagogiques aussi. Alors les visites pédagogiques, ça c'est souvent quelque chose qu'on retrouve dans certains cahiers des charges. Ça permet de contourner en fait légèrement cette interdiction du local en liant l'objet du marché, qui est l'achat de fruits et légumes, par exemple, à des visites pédagogiques sur le champ des maraîchers. Ça, c'est tout à fait possible. Gardez en tête qu'on est toujours dans cette perspective où il faut que les critères soient liés et proportionnels à l'objet du marché. Si jamais votre marché, c'est l'achat de fruits et légumes et que vous imposez des visites pédagogiques, ça pourrait être considéré comme disproportionné par rapport à l'objet du marché principal qui est l'achat de fruits et légumes. Par contre, on peut sans problème le mettre dans un critère d'attribution en disant, ben voilà, moi j'octroie des points supplémentaires à l'offre qui propose, en plus de me fournir les fruits et légumes, des visites sur les champs, etc. Voilà, ça c'est toujours à garder en tête qu'il y a cette importance de proportionnalité. Et alors pour les autres critères, évidemment, ben, vous pouvez vous inspirer du label Cantine durable qui a l'avantage au moins d'essayer d'objectiver les différents aspects en matière d'alimentation durable avec des niveaux d'exigence, etc. Donc voilà, ça on peut peut-être passer du coup à la slide suivante. Donc, après avoir vu un peu le type de clause qui posait problème, là je vous montre ici quelques exemples de clauses. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, pareil. Ça vous aurez tous les exemples dans le guide guide pratique pour un marché public alimentaire durable. Et ça, on le voit aussi plus en détail éventuellement dans les formations qu'on propose. Mais en gros, ici, l'idée, c'est chaque fois de bien détailler ce qu'on entend par circuit court, par bio. Donc là, circuit court, ok, circuit court, ça veut dire quoi? Ça veut dire combien d'intermédiaires maximum? Préciser que durant l'exécution de votre marché, évidemment, les produits qui auront été ciblés comme circuit court, ils devront chaque fois être achetés selon cette définition-là, le moyen de preuve éventuel, etc. C'est vraiment des choses qu'il faut pouvoir définir précisément. Et avec ça, là, c'est vraiment une clause d'un contrat sur lequel vous pouvez vous appuyer pour contraindre votre prestataire, votre fournisseur. Tu peux peut-être passer. Donc voilà, c'est par exemple un exemple sur les produits bio. Ce qui est intéressant ici, ça j'en avais pas encore parlé, c'est de jouer sur les deux aspects, à la fois les exigences techniques et les critères d'attribution. Donc vous pouvez très bien partir euh, sur une exigence technique pour imposer un minimum. Donc par exemple, ici je mettais comme exemple que les pommes et les poires doivent toujours être issus de l'agriculture biologique. Donc là, comme je le disais, c'est une exigence technique. Si vous avez une offre qui ne répond pas à cette exigence, elle doit être rejetée. Ça, c'est tout bonnement.
Mais ensuite, vous pouvez vous dire, bah, OK, moi, si les pommes et les poires sont bio, c'est ce que je veux. Par contre, s'il y a des fruits et légumes que le soumissionnaire, que le fournisseur peut me proposer en bio, ben, je souhaite quand même valoriser son offre par rapport à une offre qui serait en conventionnel. Et donc là, on peut très bien, en plus de cette exigence, prévoir un critère d'attribution en disant, ben, au-delà des pommes et des poires, si vos produits sont issus de l'agriculture biologique, vous allez recevoir un nombre de points proportionnel. Voilà un exemple. Euh, Ici, ben, on est sur un exemple plutôt sur le bien-être animal avec la viande de volaille qui serait issue euh, d'un élevage plein air. Pareil pour les œufs, on peut imposer évidemment, là c'est assez facile. Ce qui est toujours délicat dans ces critères, c'est de pouvoir s'assurer qu'on a un moyen de vérification. Parce que c'est toujours le problème avec ce genre de clause, c'est que même si c'est précis, s'il y a un niveau précis d'exigence, si derrière on n'a jamais la possibilité de le vérifier, ça peut poser évidemment problème. Donc c'est toujours un peu l'opération délicate, c'est de se dire comment on sait vérifier sans forcément être sur des, des déclarations sur l'honneur, bon, qui sont forcément un peu limitées au niveau de preuve. Donc voilà en tout cas un autre exemple. Je pense que tu peux passer au slide suivant. Là, c'est un critère intéressant plutôt sur des produits de boulangerie. Donc là, on peut très bien. Donc ça, c'est un exemple intéressant pour la boulangerie. Je m'arrête 2 secondes parce que ben, on a en fait, il y a eu une confusion déjà souvent entre euh, au niveau du local, euh, parce que vous allez pouvoir avoir éventuellement un boulanger, un artisan boulanger proche de chez vous, mais qui n'utilise pas forcément une farine locale. Donc ça, parfois, on a un peu cette confusion quand on est sur des trucs dans des processus de transformation. Et donc, ça peut être intéressant de prévoir certaines exigences au niveau, par exemple, de la farine. On a quand même des producteurs de farine en Wallonie qui sont sur des farines naturelles, artisanales, sans additifs, etc. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut tout à fait exiger dans son cahier des charges. On peut aller plus loin. Alors ça, c'est évidemment une clause qui va très loin, qui est très exigeante. Donc il faut que le pays d'origine de la farine soit connu. C'est quelque chose de peu banal, malheureusement, mais finalement, il y a très peu je pense, de boulangers qui connaissent l'origine de leur farine. Et donc, ça peut être imposé, mais évidemment, tout ça, tous ces critères-là doivent être imaginés en parallèle au regard de votre prospection. Si vous avez à côté de chez vous un boulanger qui vous dit, mais moi je travaille avec des farines wallonnes, je connais le producteur, je connais le moulin, etc. C'est des farines naturelles. Et ça, c'est hyper intéressant d'imposer ce genre de critères. Si vous rencontrez personne qui sait malheureusement vous donner l'origine de sa farine, etc., vous imposez un critère comme ça, forcément, vous allez avoir personne qui va savoir répondre. Donc ça, c'est toujours bien à mettre en lien avec la prospection du marché. On peut passer. Je vais essayer d'accélérer un tout petit peu parce que je suis encore à la bourre. Ça marche. Donc ça, c'est le fruit exotique. On peut passer. Donc voilà, c'est d'autres exemples, mais vous aurez de toute façon les exemples dans la présentation. Là, on est sur plutôt un critère qui est, c'est la même idée, mais c'est sur des marchés non plus de fourniture. Donc là, pour le moment, tous les critères, c'était plutôt des marchés de fourniture, donc de l'achat de denrées alimentaires. Là, c'est plutôt des exemples sur des marchés traiteurs, services, catering, etc. Tu peux passer. Donc, je viens pas, je m'étale pas. Tu peux passer aussi. Je m'étale pas sur les, euh, les critères. Ça, ce seront des exemples que vous pourrez avoir dans la présentation. L'inventaire, ça c'est la partie vraiment dans votre marché. Vous allez répertorier tous les produits dont vous avez besoin. Donc dans votre marché fruits et légumes, tous les fruits et légumes dont vous avez besoin. Mais là, toujours faire attention évidemment à ne pas citer de marque, à ne pas citer d'origine. C'est interdit, mais parfois on va retrouver, je sais pas, un marché sur des produits laitiers, fromage. Vous allez avoir fromage de Gouda, Philadelphia, ce genre de choses. Vous avez un producteur local, une coopérative qui voit ça, ben forcément, elle y répond pas parce qu'elle sait pas vous proposer du Philadelphia ou du Gouda. Par contre, ce que vous pouvez mettre, si vous savez pas très bien comment expliquer quel fromage vous voulez, mais que c'est un fromage un peu type Gouda ou un peu type Philadelphia, vous pouvez mettre type ou équivalent Philadelphia. Comme ça ne bloque pas le soumissionnaire. Sachant que de toute façon, c'est interdit de faire référence à des marques, mais on le retrouve souvent dans des cahiers des charges. Et dans les faits, en fait, les producteurs, ils voient ça, ils savent même pas que c'est illégal, ils répondent pas au marché, quoi, ils vont pas plus loin. Voilà, on peut peut-être passer.
Ça, je vais pas vraiment revenir dessus, mais c'est important dans les conditions d'exécution du marché, donc dans la façon dont votre marché va être exécuté, de bien faire attention à certains éléments, comme les délais de paiement, ou de permettre que le prix soit révisé. Il y a des formules très précises, etc. Mais ça, on pourrait, enfin, ça, je vous ai mis un exemple, mais ça, évidemment, on pourra, enfin, on en parle dans la formation, mais là, on n'a peut-être pas le temps, donc on va peut-être passer au suivant. Donc ça, je viens de le dire. Donc, voilà. À côté de ça, donc des cas un peu classiques que je vous ai présentés, il y a plein de situations particulières qui peuvent se présenter. Donc, euh, il y a, si vous travaillez avec une société de catering, mais que vous souhaitez quand même travailler aussi avec des producteurs locaux, parce qu'évidemment, par définition, quand vous travaillez avec une société de catering, un traiteur externe, ben, c'est lui qui choisit ses propres fournisseurs, donc vous n'avez pas vraiment le regard sur les fournisseurs. Ben, il y a moyen, dans les marchés publics, de concevoir, de faire un montage pour que vous ayez à la fois un marché euh, pour acheter des denrées alimentaires et un marché pour que vous ayez un gestionnaire de cuisine qui utilise les denrées alimentaires que vous aurez achetées en parallèle. Donc ça, c'est des possibilités. D'ailleurs, il y a des exemples. Hein. J'avais mis le CPS d'Ecosyn qui fonctionnait de cette manière-là. Donc ça, c'est des exemples intéressants, mais je pourrais vous reparler plus tard. Euh, donc voilà, des choses. Donc encore une fois, des astuces un peu générales. Donc vraiment, quand dans certaines procédures, vous allez avoir la possibilité de négocier. Ben, c'est intéressant de pouvoir le faire pour justement ne pas être trop sévère pour des fournisseurs, des producteurs, des acteurs du circuit court qui n'ont pas toujours l'habitude de répondre à des marchés publics. Mais normalement, il y a moyen, si leur offre n'est pas régulière dans un premier temps, il y a moyen de la régulariser. Et ça, c'est quelque chose évidemment qui est important à faire pour justement accompagner un peu les producteurs. Cette démarche de progressivité, donc vraiment importante, tu peux passer. Anticiper le lancement de son marché, c'est aussi important. Et ça, le CPS d'Anguin, avec Martine, pourront expliquer un petit peu comment ils ont fonctionné. Mais justement, anticiper le lancement de son marché pour permettre à des producteurs d'éventuellement anticiper ça dans leur plan de culture. Faire attention à la lourdeur de votre cahier des charges et travailler évidemment avec des facilitateurs, donc des acteurs structurants sur votre territoire. Je peux passer. Voilà. Donc je suis désolé, je suis passé un peu rapidement sur tous ces éléments-là. Donc, mais c'était pour vous montrer encore une fois que peu importe le cas de figure en fait dans lequel se présente votre collectivité, il y a toujours des possibilités de travailler sa relocalisation à travers son marché public. Donc vraiment, ça c'est quelque chose d'hyper important. Il y a quelques liens ici que je vous ai mis. Donc, dont le guide pour un marché public d'alimentation durable. Si vous y allez maintenant, vous allez tomber sur l'ancienne version. La nouvelle version est en cours de mise à jour, mais ce sera dans le cas dans quelques semaines. Sinon, il y a des fiches outils, donc c'est beaucoup plus condensé et plus spécifique sur certains éléments. Et je ne sais pas s'il y a encore une slide derrière où je mets mes coordonnées. Non. Ben je vous enverrai alors mes coordonnées. Donc l'idée, c'est que nous, on organise des formations régulièrement où on va plus en détail dans tous ces critères, etc., cette conception du marché public. Donc là, on va plus en détail dans ces formations-là. Et alors, n'hésitez pas si vraiment vous êtes confronté à, ben justement concrètement à un marché public que vous devez relancer, etc., et que vous souhaitez essayer de réfléchir pour le rendre un peu plus durable, pour essayer de relocaliser un peu votre approvisionnement, n'hésitez pas à me contacter. Donc, on propose aussi vraiment des accompagnements ciblés sur mesure si vous en faites la demande. Et ça va de simples conseils, la relecture de cahier des charges, etc. Donc, vraiment, n'hésitez surtout pas. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Un grand merci Simon, et le timing est parfait. J'imagine qu'il y a pas mal de questions. François, je ne t'entends pas personnellement. Voilà, Est-ce que je désolé, mille suis... excuses. Ah, voilà. À force de couper le micro. Donc, merci Simon pour ton intervention pile poil dans le timing. Donc, je vous propose, avant de passer aux questions, et merci déjà pour les questions qui ont été posées, nous les avons bien notées et nous n'aurons pas de problème, en tout cas à ce stade des questions, d'y répondre tout à l'heure. Je vais passer la parole à différents donc, acteurs de terrain
qui vont vous expliquer comment ils ont mis en œuvre un peu cette recherche d'adéquation entre la production locale et les exigences de leur public spécifique. Alors, c'est intéressant parce qu'on va avoir vraiment des témoignages de dimensions et d'expériences différentes. Alors, on va commencer plutôt inversement par Martine Cuignet, qui a une petite limitation d'horaire. Donc, Martine, je vous donne la parole. Merci beaucoup à vous et voilà pour à peu près 10 minutes. Merci. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Et voilà, donc je suis, comme vous avez pu le lire, diététicienne à la maison de repos Saint-Nicolas-en-Guien. Nous travaillons donc une maison de repos qui accueille 140 résidents en maison de repos et de soins. Et alors nous travaillons également par une livraison de repas à domicile pour à peu près une soixantaine de repas, 7 jours sur 7. Voilà, comme ça vous avez un peu le profil de l'établissement dans lequel nous travaillons aujourd'hui. Donc, nous avons commencé l'aventure en 2019 avec la signature de la Convention de transition écologique. Et cette signature nous a amené en fait à avoir une réflexion. Et je vais détailler essentiellement le point A de la Convention qui était produits locaux et de saison. Et je m'attarderai uniquement sur ce point-là pour le témoignage. Donc, nous avons eu une réflexion par rapport à ce point, parce que nous, à l'époque, nous travaillions avec 98% de produits surgelés. Et donc, il a fallu en fait avoir une réflexion sur comment faire pour passer à des produits locaux et de saison. On a d'abord utilisé le menu annuel et nous avions, en fonction du calendrier qui avait été distribué, le calendrier saisonnier. Donc, nous avons modifié notre menu. Et puis, on a aussi une réflexion sur le temps nécessaire à la préparation des légumes frais. Et donc, on s'était donné un cadre de travail en se disant, voilà, nous, on est capable de préparer des légumes frais du mardi au samedi, vendredi, samedi au pire. Mais en dehors de le lundi, il était exclu pour nous d'utiliser des produits frais par manque de personnel. Donc, une fois qu'on avait établi ce cadre, qu'on avait modifié les légumes frais de saison dans le menu de manière à avoir, pendant la période voulue, des légumes frais, on a établi ce cadre et ensuite on a commandé chez notre fournisseur à l'époque de fruits et de légumes, qui est un fournisseur tout à fait traditionnel. On a commencé à lui commander des légumes frais de saison, donc poireaux, scaroles, chou-fleur, chou-roux, enfin voilà, tous les légumes de saison. Et il existe des tables qui vous permettent de savoir, voilà, votre poids brut vous donne votre poids net. Ben nous, on a aussi fait l'expérience pendant pratiquement une année, en sachant qu'il y avait eu le Covid et que le Covid nous a un peu retardé dans notre élan. Donc, une fois qu'on avait établi les fiches avec le poids brut et le poids net, on était prêt en tout cas à lancer les produits locaux et de saison. En parallèle, on avait un peu prospecté dans la région et nous avons la chance d'avoir des producteurs, des maraîchers dans la région, donc en Guien, donc on a Silly qui n'est pas loin, on a Auve, et donc dans un périmètre d'à peu près 10 km, on a quelques maraîchers qui pouvaient en tout cas répondre à notre demande. Et donc, on s'est dit que c'était intéressant de les rencontrer et de parler de notre projet pour pouvoir voir comment on allait faire, parce que à l'époque, on ne maîtrisait absolument pas le travail de maraîcher. Et donc, grâce à cette réunion que nous avions organisée en septembre 2022, on s'est rendu compte qu'en fait, pour pouvoir travailler avec des maraîchers
il nous fallait en fait ouvrir un cahier de charge au plus tôt fin 2022. Donc, ça ne nous laissait pas beaucoup de temps pour pouvoir élaborer un cahier de charge. Heureusement, on a eu Simon à la rescousse. On a aussi une personne qui est préposée au cahier de charge et donc, on a pu réfléchir à un type de cahier de charge. Donc, grâce à la réunion que nous avons eue avec les producteurs locaux, ben, on a su qu'ils devaient avoir une information précise des quantités qu'on allait leur commander. On leur a bien dit qu'on se basait sur le calendrier et donc en effet le calendrier ben, c'est à peu près donc on était clair dans nos objectifs de savoir que si le 1er octobre on avait rouge et que la production n'était pas, on aurait dû changer notre menu parce que voilà. Donc tout ça, on avait bien pris conscience de tout ça et c'est vrai que cette première réunion nous a permis de faire connaissance, de parler justement des livraisons, de la flexibilité, comment on allait passer commande et donc nous avions donc invité 4 fournisseurs. Je pense 5 fournisseurs. Je pense que 3 fournisseurs se sont présentés, enfin 3 maraîchers se sont présentés à cette réunion. Et donc on leur a dit qu'on allait envoyer un cahier de charge. Et donc une fois le cahier de charge fait, on a quand même pris des contacts avec ces gens pour bien leur expliquer que s'il y avait des difficultés, il fallait qu'ils reviennent vers nous. Si notre cahier de charge chose n'était pas terrible, il fallait qu'ils reviennent vers nous. Donc on a eu énormément de contacts en fait. C'était pas les mails, c'était vraiment les contacts verbaux, les rencontres, et ça, je pense que c'était important. Alors, on a établi notre cahier de charge en fonction de l'eau. Comme l'avait expliqué Simon, donc nous, on a créé donc un marché public de fourniture, acquisition de légumes frais et de saison biologiques labellisés. C'est comme ça qu'on a intitulé. Et donc, chaque légume faisait partie d'un lot. Et donc, on a le 1, brocoli, le 2, chou blanc, chou-fleur, et ainsi de suite, en fait, on a 17 légumes, 17 lots qui ont été présentés dans le cahier de charge. Et on leur a soumis, en fait, la période à laquelle on allait avoir besoin de ces légumes. Et en fonction de ça, chacun a répondu dans la mesure de leurs possibilités. Et ensuite, en dépouillant les cahiers de charge, on a sélectionné les différents maraîchers. En fonction, pour nous, plus le maraîcher avait la possibilité de répondre à une multitude de lots, et pour nous, c'était une priorité. Ça nous permettait, nous, de les contacter sans devoir contacter 4 maraîchers pour avoir au cours d'une semaine. Donc pour nous, c'était une priorité que ce maraîcher ait un panel de légumes assez important. Ensuite venait ça c'était la priorité. Ensuite, il y avait les prix. Alors, on a notre responsable de cahier de charge a donc nous a remis une liste en mettant en 1 tel maraîcher, en 2 tel maraîcher. Et donc, aujourd'hui, depuis avril, donc notre cahier de charge a été lancé fin 2022 pour démarrer en avril. Donc ça, c'était convenu avec les maraîchers. Pour eux, c'était pas possible de démarrer plus tôt. Donc on a démarré le 1er avril. Et donc on démarre de la sorte, de cette façon. Donc on connaît les maraîchers qui correspondent aux légumes et en fonction de nos besoins, on les appelle. On a principalement aujourd'hui la ferme du Tilleul à Aude qui nous livre qui a été le seul maraîcher à nous livrer depuis aujourd'hui. Et depuis octobre, nous aurons un second maraîcher qui, lui, est spécialisé dans certains légumes d'hiver. Et donc, au niveau de l'expérience, mais voilà, l'expérience, avril, c'était un peu maigre. Ça a explosé en juillet, août. Juin, juillet, août, ça a explosé en légumes. Et aujourd'hui, on repasse un cahier de charge auprès des maraîchers pour une reconduction, avec reconduction des cahiers de charge
par facilité. On ne s'est pas trop trompé dans la démarche qu'on a suivie. On a introduit des nouveaux légumes on n'avait pas listés dans le cahier de charge. Euh, que dire d'autre? Oui, je peux peut-être revenir dans le test qu'on avait fait. En fait, on a fait les tests poids brut et poids net. Mais je dois dire que les cuisiniers, il y a une très très bonne collaboration des cuisiniers. Et pour eux, c'était très important de passer à du frais parce que ils reconnaissaient qu'au niveau goût, on avait quand même de grandes différences. Je parle par exemple d'escaroles surgelées, on est passé à l'escarole fraîche. Ben, il y a pas photo, quoi. Le produit est beaucoup plus doux, beaucoup plus vite. Voilà, vraiment, c'est un produit qui a été fortement, on va dire, applaudi. Les poireaux, idem. Les poireaux surgelés, on avait un mix 50-50 de vert blanc. Ici, l'avantage avec nos poireaux frais, ben, le vert passe dans le potage, le blanc est plutôt servi en légumes. Et là, vraiment aussi, on voit vraiment une grande différence au niveau de la texture, de la qualité et du goût. L'avantage de cette démarche, elle a été jusqu'à supprimer un congélateur Bahut de 150 litres, je pense. Donc, quelque part, ben, ça fait de la place, ça fait aussi une économie au niveau énergie. Euh, Est-ce que je peux vous demander de conclure tout doucement? oui, ben, j'allais. Merci. Oui. Je pense que voilà, j'ai fait le tour du point A au point, on va pas dire Z parce que c'est pas fini. Euh, Oui, peut-être vos perspectives un peu, les enseignements et pour l'avenir, comment est le nouveau cahier des charges dont vous parliez, peut-être en deux mots. oui. Alors, pour l'avenir, je cherche d'autres producteurs locaux dans la région pour un peu étoffer nos producteurs locaux. On a les œufs et on a les pommes de terre. Et bon, voilà, on est en réflexion pour d'autres producteurs locaux. En ce qui concerne les cahiers de charges, comme je le disais, donc on reconduit le cahier de charges puisqu'on est ici octobre. Il faut absolument que ce cahier de charges soit relancé parce qu'on l'avait fait pour un an, parce qu'on était en période test. Ici, on reconduit le cahier de charges bien avant décembre. Donc, il faut vraiment qu'on soit à l'arrache. On fait un copier-coller du cahier de charges de l'année passée. On rajoute quelques légumes et là, on refait, mais avec des reconductions pour 3 ans. Donc, on continue dans la même démarche parce que vraiment, tant au niveau résident, puisqu'on a des comités de résidents, on a des retours qui sont très positifs. Et au niveau personnel, je pense que même si la charge de travail est supplémentaire par rapport au nettoyage des légumes, tout ça, je crois qu'il y a une fierté des cuisiniers de produire des produits de base sans devoir utiliser des produits surgelés. Un tout grand merci, Madame Cuignet, pour ce riche enseignement. Madame Cuignet, devant nous quitter assez rapidement, je sais une petite entorse à notre timing. Est-ce que vous auriez la chaud, une question pour elle? N'hésitez pas à la mettre dans le chat. Vous devez nous quitter à midi, je pense, hein, c'est ça? Oui, voilà, oui, si c'est possible, oui. Et donc, pas de questions pour l'instant, semble-t-il. Mais dans le pire des cas, on vous la relayera hein, de toute façon. En tout cas, n'hésitez pas, le cas échéant, à vous échapper de ce webinaire en temps utile. Et je vais passer la parole donc à Monsieur Pierre van der Slieken, qui travaille à l'IMP de la Louvière et la ferme d'Elsam, qui est une ferme, c'est une des spécificités ici de ce projet aussi. Et je vais le laisser évidemment parler. De travailler sur une ferme qui appartient au CPS, donc avec des terres de nouveau qui appartiennent au CPS. Voilà. Monsieur Van der Slieken, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, salutations à tous et surtout à Adriane Roman, qui est chargée de projet alimentation durable chez Groupe One et qui nous accompagne dans le cadre du potage collation. Donc, je travaille à l'IMP René Thon de la Louvière
J'y suis chargé de projet et de communication. Et nous avons le plaisir de bénéficier depuis l'an passé du potage collation. Donc en fait, depuis 2018, on est engagé dans tout ce qui est alimentation saine et durable au sein de l'établissement. Donc on a une cuisine de collectivité qui dessert des repas chauds le midi pour les enfants qui sont scolarisés chez nous, donc que ce soit des élèves de l'école primaire ou des élèves de l'école secondaire. Mais nous avons aussi un service résidentiel pour jeunes qui accueille 70 jeunes de 6 à 18 ans et où les repas leur sont servis aussi le soir, donc des repas chauds, qui sont également cuisinés par notre cuisine de collectivité. Donc il y a tout un travail qui est fait pour une sensibilisation au goût, à l'alimentation saine et durable. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a pu bénéficier du potage collation qui est en cours depuis l'an passé. Donc on est servi par la ferme d'Elsam tous les mercredis matin en liaison chaude. Les élèves bénéficient de ce potage gratuitement le 10 heures à la récréation. Et c'est un rendez-vous qui est attendu par toutes et tous chaque mercredi. Dès le lundi matin, en fait, les enfants se demandent si le lundi c'est mercredi, si le mardi c'est mercredi, et quand enfin arrive mercredi, ben, c'est bonheur. Euh, donc maintenant, ce qu'on a demandé aussi à notre équipe d'enseignants, c'est de pouvoir accompagner et encadrer ce potage collation avec des activités pédagogiques qui sont voilà, le potage est un tremplin en fait pour donner un outil à l'enseignant pour faire découvrir un légume, pour montrer ce légume en vrai aux enfants, pour faire une activité ludique, pour aller en bibliothèque, chercher des informations sur ces légumes, trouver un jeu où ils pourront découvrir le légume. Donc voilà, il y a toute une série d'activités qui sont mises en place alentour de ce potage. Et en plus, on a la chance de bénéficier au sein de notre école, qui est quand même en pleine ville, en plein centre de la Louvière, on a quand même des espaces verts. Et donc, nous avons mis en place un potager au sein de l'école, avec des bacs potagers aussi, une mare pédagogique. Donc, en fait, le potage collation vient compléter une offre qu'on essaye de donner aux jeunes. Euh, et offre qui est complétée maintenant par notre engagement dans le Green Deal et dans la labellisation de notre cantine scolaire en cantine durable. Donc c'est une labellisation qui est en cours depuis le mois de mars de l'année passée avec Manger Demain et avec Pierre qui est notre coach. Et voilà, c'est toute une, je veux dire, voilà, ça fait partie maintenant de l'ADN de notre institution. On n'est pas encore dans une relocalisation de notre alimentation. On travaille avec la ferme d'Elsam pour le potage collation. Maintenant, à l'avenir, c'est vrai que ce serait bien de penser à, à changer notre marché public et à pouvoir le relocaliser. Mais pour l'instant, nous avons nos propres adjudicataires qui sont provinciaux. Et donc, voilà, nous y tenons pour l'instant parce que déjà, l'engagement dans le Green Deal, c'est un changement de mentalité, d'habitude qui était ancré. Maintenant, notre équipe de cuisine travaille avec du frais, donc c'est déjà un point essentiel. Travaille en saisonnalité, ce qui est essentiel aussi. Il y a un potage qui est servi au repas chaud tous les jours, fait avec des légumes frais, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé à travailler ici. Donc voilà, l'évolution suit son cours et, euh, et on essaye d'engager les jeunes aussi dans le processus et qu'ils soient aussi des porteurs de cette, euh, de cette philosophie, en fait. Parce que les jeunes qui sont au SRJ, donc au service résidentiel pour jeunes, ils y vivent pour certains à l'année. Avec leurs éducateurs, ils sont constitués aussi en Greenside. Donc, ils ont aussi des activités
proches de la nature. Ils ont des potagers en unité de vie, donc ils travaillent la terre, ils sont au contact de la terre, ils redécouvrent ce qu'est un légume, la croissance d'un légume. Il y a d'autres activités qui n'ont peut-être rien à voir avec l'alimentation, mais qui ont à voir avec le développement durable, puisque ces jeunes sont engagés aussi dans le ramassage des déchets dans leur ville. Donc, ils assainissent aussi des lieux de vie. Donc, voilà, tout ça participe à une émulation, en fait, au sein de l'institution et au fait de pouvoir faire vivre des projets alentour de l'alimentation, alentour de la nature, de l'écologie. Et tous ces projets ne forment qu'un, finalement. Merci, Pierre. Oups, il y a un double son. Voilà, super, merci et merci pour le timing hyper respecté. Donc, on a un bel exemple, je dirais, de collaboration entre une école, Manger demain, l'expérience évidemment du collectif Cantine Durable et puis une ferme d'un pouvoir public, donc d'une propriété publique, la ferme d'Elsam avec le CPS qui elle-même développe, je dirais, des projets d'insertion socio-professionnelle également. Donc, une espèce de structure tout à fait ou de fonctionnement très harmonieux avec une série d'acteurs. Alors, je vais passer la parole maintenant à Davide Arcadipane, qui est chargé de mission à la fois à l'intercommunal de soins, donc Isocel de Liège, et la ville de Liège aussi. Est-ce que Davide, tu es bien parmi nous? Il a un problème de caméra, donc nous ne le verrons pas. Mais le cas échéant, nous aurons peut-être une photo avec le compte rendu de tout cela. Voilà, je te cède la parole. Oui, merci Françoise et merci à tous les intervenants, c'était très très intéressant. Donc David Erkadipan, chargé de mission chez Isocel à la ville de Liège en charge de la politique alimentaire durable de la ville avec une des actions majeures qui est celle de mettre en place des cantines durables dans nos écoles et nos crèches communales. Et donc pour cela, on dépend directement d'un fournisseur public qui est une intercommunale liégeoise qui s'appelle Isocel, d'où le lien avec cette intercommunale qui a principalement gère des hôpitaux, des maisons de repos, etc., mais a aussi en son sein des cuisines de collectivités de grande taille où nous produisons l'ensemble des repas pour les écoles et les crèches. Voilà, on va peut-être passer à la slide suivante. Donc quelques chiffres pour vous donner une idée. Non, juste avant. Voilà, donc Isocel produit environ 12 000 repas par jour, principalement pour nos patients dans les hôpitaux, maisons de repos, soins à domicile, donc des repas matin, midi et soir. On fait des repas pour les écoles primaires et maternelles, alors de la ville de Liège, mais pas que. On travaille aussi avec le Livre, avec d'autres communes en périphérie. Et alors on fait des repas pour les crèches. Et donc ça fait 12 000 repas par jour. En 2019, il a été décidé que les repas qui concernaient les écoles et les crèches fournis par Isocel seront en alimentation durable et qu'on se fixait un objectif pour 2024, donc 5 ans après, un objectif de 100% durable. Donc le contenu de l'assiette devait être 100% durable. Et alors, donc on y est pratiquement arrivé. Donc, alors, je vous parle, c'est pratiquement fait. Il nous reste encore quelques légumes et quelques féculents. Et on s'est fixé une nouvelle ambition, c'est que d'ici 2030, les 9000 autres repas, donc pour les patients d'hôpitaux et maisons de repos, sont également 100% durables. Donc voilà, donc ça pose des questions, des enjeux, notamment de financement, mais aussi d'approvisionnement, de distribution et surtout de production, mais il y a vraiment à Liège une volonté politique assez forte en la matière. On a un écosystème aussi qui est favorable à ce projet parce que tout seul, bien évidemment, on n'aura pas su faire grand-chose. Et donc voilà, on a un contexte qui est favorable à ça et c'est ce qu'on a essayé de développer ces 4 dernières années et qu'on va essayer de développer les 6 prochaines. Et donc ça a demandé un travail important de révision des cahiers des charges avec les équipes de Manger demain, etc. Pour vous donner une petite idée pour les repas scolaires, on voit que Isocel, juste pour les repas scolaires, a eu un impact important au niveau
au niveau agricole en province de Liège ou en Wallonie, quand on discute un petit peu avec les coopératives et les producteurs avec lesquels on travaille. Voilà quelques exemples en matière de volume de ce qu'on a commandé en 2013. Donc, vous voyez, quand même 4 tonnes de volailles bio wallonne, 7 tonnes de bœuf wallon, 2 tonnes de veau bio, 4 tonnes de porc et 1,5 tonne d'agneau. Donc, vous remarquerez que toutes nos viandes sont 100% wallonnes et quand on le peut, elles sont bio. C'est pareil pour les pommes, les poires, les produits laitiers, la boulangerie. Une grosse partie des légumes maintenant sont bio et également locaux, produits dans des fermes ici en SB et transformés via une petite légumerie à Liège. Les légumineuses aussi viennent de SB en bio. Donc voilà, il y a eu un travail énorme. Et voilà une carte qui montre, donc là c'est pour les fermes viandeuses et laitières. Juste en province de Liège, l'impact qu'a notre commande de matières premières au quotidien sur les fermes de notre territoire. Et donc là, on a identifié en traçant le produit via nos partenaires, les coopératives avec lesquelles on travaille, les fermes qui contribuent au quotidien à alimenter Isocel. En particulier les repas pour destination des enfants et des crèches et des écoles. Et donc voilà, il y a une 50aine de fermes juste en province de Liège qui, pendant l'année, ont contribué au moins une fois à notre approvisionnement. On pourrait faire le même exercice sur toute la région wallonne, mais ça montre l'impact direct des commandes, parce que ce qu'il faut dire, c'est que on a un pouvoir d'achat de plus ou moins 1 million 100 000 euros de dépenses annuelles pour les repas scolaires. Ben, cet argent-là, ici, depuis 4 ans, il va directement dans la poche des agriculteurs sur notre territoire. Alors qu'avant, ben, ça partait chez des grossistes, des multinationales qui étaient principalement au nord du pays. Et donc voilà, pour le territoire aussi, il y a cet aspect économique qui est très très important. Et donc on a de plus en plus nous, de retours où on a des fermes ben voilà, qui commencent à nous connaître et qui maintenant savent où partent leur production, ce qui n'est pas toujours le cas quand on travaille avec des filières plutôt conventionnelles sur le marché global. Donc voilà, c'est ça un petit exercice qu'on a fait à la ville de Liège. Peut-être expliquer aussi que la démarche de modification des marchés publics, c'est une démarche qu'on a échelonnée sur le temps. Donc on s'est dit, voilà, on va travailler 1 ou 2 marchés à la fois chaque année. Et d'ici 4-5 ans, on va tous les revoir. Et donc ça, le fait d'avoir planifié les choses, bah, premièrement, ça permet tout doucement de mettre en place le changement au sein des cuisines, mais aussi de prospecter pour connaître l'offre du territoire, objectiver ses caractéristiques, hein, qui sont les producteurs, quelles sont les filières, comment est-ce qu'ils s'organisent, comment est-ce qu'ils distribuent leurs produits. Et une fois qu'on a pu objectiver tout ça, alors on a modifié nos cahiers des charges sur base de l'offre du territoire. Et donc à chaque fois qu'on a lancé un marché public, mais il y avait quelqu'un, une entreprise, une coopérative, un producteur pour y répondre, au moins un. Ce qui n'a pas toujours été le cas de collègues ou partenaires publics qui parfois lançaient un marché public comme une liste de Noël en espérant que le Père Noël réponde à tous leurs vœux. Ici, je pense que ce qui a vraiment été la clé de la réussite de ce projet, c'est qu'on s'est vraiment adapté à l'offre du territoire. Alors, vu les volumes qu'on traite, on ne pouvait évidemment pas travailler en direct avec un petit producteur parce qu'on se rendait vite compte, que ce soit lui ou nous, qu'il risquait d'y avoir des problèmes d'approvisionnement, une lourdeur administrative à gérer qui était importante, des problèmes logistiques aussi pour amener les produits 180 jours par an. Et donc, nous, on a plutôt visé des coopératives, des regroupements de producteurs qui partageaient les valeurs de l'alimentation saine et durable, qui étaient la plupart qui sont labellisés prix juste producteur. Et donc, on a contractualisé avec eux à travers une procédure de marché public. Et donc, plusieurs coopératives ou des producteurs ou des entreprises ont pu y répondre. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on a augmenté la durabilité de notre approvisionnement
sur ces 4-5 dernières années pour arriver jusqu'à aujourd'hui où, comme je le disais, le pain, les produits laitiers, le poisson, toutes les viandes, tout ce qui est produit sec et produit d'épicerie, une partie des légumes sont déjà 100% durables. Et donc, quand je dis durable, c'est qui prenait en compte voilà, les enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Donc après, on peut monter le curseur au maximum sur ces 3 enjeux-là. Mais donc, on parle de circuit court, on parle de prix juste producteur, on parle de production bio, ou en tout cas labellisée avec un vrai cahier des charges. Et donc, sur chaque type de produit, on essaie de mettre le curseur à chaque fois le plus haut possible, toujours avec aussi une volonté que les repas restent accessibles pour les enfants, parce qu'on fournit un vrai service public. Et donc là, derrière, ça nous a poussé aussi à faire des démarches politiques pour aller nourrir un plaidoyer et dire, voilà, il faut qu'aujourd'hui le politique remette dans l'argent dans l'assiette, notamment des enfants, mais aussi des patients, des résidents des maisons de repos, etc. Parce que finalement, on peut faire de la très bonne qualité à des prix aussi très accessibles, mais ça demande aussi un petit soutien financier. Alors, il y a des techniques qu'on a utilisées pour réduire la charge financière des repas au niveau de nos cuisines, notamment en réduisant le gaspillage, en végétalisant une partie des assiettes quand c'était possible. Donc ça, c'était des démarches qui ont été évolutives et qui ont été mises en place il y a 4 ans, qui continuent à être mises en place à tout niveau. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il faut refinancer, comme beaucoup d'autres choses, ces repas de qualité. En tout cas, on a prouvé que sur 4 ans, on pouvait modifier le contenu de l'assiette de 3 000 à 4 000 enfants tous les jours. Et ça, en modifiant directement les marchés publics. On a fait plein d'autres choses aussi, mais donc c'est tout à fait possible. Et je rejoins ce que disait Simon tout à l'heure, que je remercie, qui nous a fortement aidé. Il y a des procédures qui facilitent encore plus la relocalisation de son approvisionnement. Et c'est vrai que les procédures négociées sont assez utiles pour ça. Bon, il y a un vrai travail de lobbying à faire au niveau de l'Europe et au niveau du fédéral pour notamment remonter les seuils et sortir l'alimentation du cadre législatif des marchés publics. Mais ça, voilà. En attendant, on sait déjà avec l'outil actuel faire des choses. Et comme je disais, voilà, pour peut-être conclure, c'est la clé de la réussite de notre système, c'est qu'on s'est vraiment basé sur l'offre de notre territoire. Quand je dis notre territoire, vu nos volumes, on parle plutôt de la Wallonie, la province de Liège, ou même la ville est incapable de répondre à nos besoins quotidiens. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, si vous voulez creuser. Je vois qu'il y a une question. Oui, merci David, c'est super intéressant comme les autres témoignages. On va passer effectivement aux questions. Je voulais juste mentionner notamment en vous écoutant tous les trois aussi de cette question du délai. Donc on est, je dirais, à l'aube d'élections communales. Vous allez avoir des nouveaux opérateurs, des acteurs locaux, en tout cas au niveau communal, provincial. C'est vraiment intéressant de peut-être démarrer assez vite avec ces acteurs-là pour poser la question, tiens, où est-ce qu'on en est dans le cahier des charges? En général, quand il y a des collectivités, il y a des cahiers des charges, des contrats plutôt qui sont déjà en cours, qui vont peut-être encore durer 2-3 ans. C'est un peu le délai, comme le disait notamment David, et ça peut être intéressant d'avoir Pierre un peu aussi ton avis sur le temps qu'il faut pour réfléchir, prospecter, mettre en place tout doucement ce travail de changement d'opérateur ou de fournisseur. On a vu avec David aussi que ça peut se faire en plusieurs étapes, ça peut être progressif, des lots qui évoluent. Et la deuxième chose que je voulais vous dire aussi, moi étant plus sur le terrain avec les agriculteurs, c'est que, et un peu à l'interface avec les communes et les CPS, c'est que prospecter les territoires, c'est certainement pas facile pour vous, parce que aller voir les agriculteurs, les rencontrer, les tracteurs, mais sachez qu'il y a quand même sur le territoire pas mal de gens qui connaissent les agriculteurs et qui peuvent être des alliés pour vous. Ça peut être le service agricole de la province, on en parlait tout à l'heure avec Pierre sur la province du Hainaut, qui peut être un allié potentiel et qui a des gens qui connaissent
les acteurs du territoire en matière agricole. Ça peut être des GAL, les groupements d'action locaux, s'il y en a dans votre coin. Ça peut être des parcs naturels. Ils ont souvent un acteur qui connaît bien les agriculteurs du coin. Voilà, donc ça peut être les syndicats agricoles, ça peut être nous qui pouvons vous mettre en relation avec certains acteurs qu'on connaît. Donc vous ne devez pas tout savoir non plus, mais sachez que il y a des gens qui connaissent le milieu agricole et qui peuvent vous aider, qui ont fait des recensements. Et il y a la cellule Manger Demain aussi, il y a Sylvie qui a fait aussi toutes ces prospections. Donc voilà, vous n'êtes pas nécessairement tout seul. Mais je vais laisser la parole aux questions. Comme on a bien du temps, merci en tout cas aux intervenants d'avoir été super parfaits dans le timing. Il y avait une première question qui a été posée par Clarisse de la Fondation Ciris et qui, sauf erreur, s'adressait plutôt à Sylvie, vraiment mettant en lien, tiens, dans le cadre du potage collation, est-ce qu'il faut faire appel à des CISP, donc d'insertion socio-professionnelle, et puis de voir, elle questionnait, sauf erreur, Clarisse, on peut te donner la parole, hein, là, on n'est pas des dizaines et des dizaines, pour éventuellement poser la question de l'équilibre de financement. Donc, Clarisse, si j'ai mal formulé ta question, n'hésite pas à la formuler plus clairement. Et voilà, et Sylvie, un peu à ton avis. Sylvie m'a répondu en privé. Elle a en effet dit que c'était une condition d'être un CIS pour pouvoir proposer les potages collations et que l'équilibre financier était un objectif. C'est vrai que nous, on a mené sur le territoire une action et ces conditions n'étaient pas remplies. Donc voilà, j'ai un peu discuté avec elle en privé pour voir comment on pourrait faire à l'avenir pour que ça se passe un peu mieux. C'est une expérience personnelle. Oui, ben, je vais juste ajouter quelque chose, si c'est OK, parce que là, Françoise, tu m'entends? OK. Donc, là, je voulais juste préciser que ce que je disais tout à l'heure, donc dans le cadre de la filière subventionnée par l'action sociale, il y a des conditions liées à l'origine du budget. Ça, c'est une chose. Ça permet d'avoir de la collation gratuite au niveau des écoles qui sont à indice socio-économique faible. Donc, c'est plus ou moins objectivé, c'est plus ou moins représentatif de la population qui est la plus en difficulté socio-économiquement parlant. Donc, ça, c'est le cadre de la filière qui a été soutenue par l'action sociale. Mais développer de la filière de potage collation, ça peut se faire, mais c'est du montage de projets avec des communes, avec des partenaires maraîchers coopératives, avec des familles. Ça peut se faire avec toute une série de profils de gens. Ce qui est sûr, c'est que l'objectif de l'équilibre financier est toujours atteint parce que tous nos modèles sont basés sur les prix justes producteurs. Donc, il n'y a aucune raison que le modèle financièrement ne tienne pas. S'il y a eu un problème financier dans le cas, donc Clarisse parle, moi je suis adressée à investiguer avec elle parce qu'il y a un problème. Et alors, l'autre élément que je voulais aussi relever ici, c'est que je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je voudrais quand même apporter cette précision. Nous avons un défi sur le potage collation si nous voulons l'ouvrir à monsieur et madame tout le monde, à toutes les écoles. C'est que dans le cadre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a une circulaire qui est la circulaire de l'école gratuite. De manière globale, l'école doit être gratuite. Donc, les cahiers, les excursions, etc., ne peuvent pas être financièrement à charge des parents. Et on a malheureusement mis les collations dans le même panier. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, alors que le potage produit dans un système de filière comme nous le développons peut être tout à fait financé par les familles, ça revient à 15-20 euros par an, par enfant. Donc, c'est une collation qui est extrêmement accessible, qui est du même coût, du même type de coût qu'une collation classique. En fait, nous ne pouvons pas la faire financer par les parents actuellement dans le cadre actuel de ce décret de l'école gratuite. Et donc, il faut, pour l'instant, quand on est en dehors de la filière, continuer à chercher des solutions pour que les parents ne doivent pas financer ce potage. Donc, parfois, c'est les communes qui décident de le faire, etc., etc. Mais ça, c'est une notion qui est plus technique et qui nous limite, qui est problématique, qui est un des problèmes sur lesquels nous travaillons depuis des années. Mais ça n'a rien à voir avec la viabilité financière du système, qui est totalement viable, totalement accessible à tous, totalement basé sur des prix justes. Je voulais quand même apporter cette précision.
Ok, super, merci Sylvie. C'est important, hein, je veux dire, parce que c'est des questions fondamentales que se posent tout de suite les institutions qui veulent démarrer là-dedans. Hein. Donc voilà. Il y avait une deuxième question relative, ce qui est plus pour Simon, qui est relative à la notion, je dirais, de critères de type prix juste ou de label, j'imagine potentiellement de marché équitable. Donc Magali Tillmans, n'hésitez pas à me corriger dans la formulation ou à ouvrir votre micro et poser peut-être ou élargir votre question ou la préciser. Oui, bah, c'était essentiellement ça. Le but, c'est de savoir si on pouvait mettre, parce que je pense qu'on ne peut pas citer des labels. Enfin, j'avais la notion qu'on ne peut pas citer des labels dans les cahiers de charges. Et donc, j'étais étonnée qu'on puisse mettre le label bio. Mais du coup, est-ce que d'autres labels peuvent aussi être cités dans le cahier de charges comme critères, comme exigence? Oui, merci pour la question. Donc, merci pour la question. Du coup, il y a encore un petit écho. Ah, voilà. Alors, en fait, effectivement, historiquement, donc, les labels, donc, les labels étaient interdits dans les cahiers des charges. Donc ça, c'était il y a 20-30 ans, et notamment, c'était le seul critère prix qui était possible. Puis heureusement, il y a eu quand même des évolutions, donc notamment, c'est passé via des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne qui a en fait fini par accepter, mais à la suite de toute une procédure, et c'était en 2012, l'utilisation du label Fairtrade. Et donc ça a incité les pouvoirs, les autorités européennes à légiférer sur l'utilisation des labels. Donc maintenant c'est autorisé, mais alors il y a toujours effectivement une certaine frilosité, en tout cas de la part du législateur européen, qui fait que c'est encadré l'utilisation des labels de manière très 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 précise. Donc il y a des conditions vraiment d'utilisation du label, notamment que ce soit un label qui soit accessible à toutes les parties intéressées par le label, donc que ce soit comment dire, certifié par un organisme indépendant, que ce soit objectif, des conditions qui sont liées encore une fois à l'objet du marché, etc. Donc il y a quand même beaucoup de conditions. Dans ces conditions, le label Fairtrade il rentre sans problème, le label Bio rentre sans problème parce que ce sont des labels européens, etc. Et après, il y a toute une série de labels, c'est un peu plus, ça pose un peu plus question. Euh, le label prix juste, il est oui, ça pose un peu de question parce que je crois qu'il est quand même accessible, notamment il n'est pas limité uniquement à des acteurs wallons, même si dans les faits, il n'y a que des acteurs wallons. Ça, ce serait un élément qui ferait qu'il serait interdit. Donc, on trouve souvent des labels qui sont limités, par exemple, à une région. Ça, malheureusement, ce sont des labels qu'on ne peut pas utiliser parce que ça contourne, en fait, encore une fois, l'interdiction de la- la- l'interdiction de favoriser le local. Donc ça, ce serait des labels interdits. Donc dans les conditions exactes, il faudrait que je regarde, mais le label prix juste, à mon avis, pourrait éventuellement être demandé. Mais il faut toujours, en tout cas, ça c'est une condition aussi, que le soumissionnaire qui n'a pas le temps d'être labellisé prix juste, ou ça dépend un peu des procédures, mais ne souhaite pas être labellisé prix juste, puisse apporter une preuve alternative. Et alors c'est ça qui parfois est compliqué, notamment dans tous les labels alimentaires, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut autoriser comme preuve alternative? Si on est trop large en disant, ben voilà, s'il y a pas le label prix juste, une déclaration sur l'honneur fera foi. Bon, est-ce que c'est suffisant? C'est un peu léger. Par contre, si on est trop restrictif, ben, on risque encore une fois de tomber dans cette disproportion et donc que ce soit interdit. Donc c'est un label, les labels, il faut toujours s'en méfier. Et c'est vrai que moi, même si on le retrouve parfois dans les cahiers des charges, le plus juste, pour le moment, je pense que ça passe. Il n'y a pas il y a pas de recours ni rien. Euh, Moi, pour m'assurer du prix juste, même si c'est pas non plus toujours la panacée, mais j'ai plutôt tendance à utiliser les critères sur le circuit court, vraiment en limitant un maximum les intermédiaires pour s'assurer que voilà, le producteur puisse le plus librement possible fixer son prix. Mais après, voilà, en tout cas, le label prix juste, il faudrait que j'analyse un peu plus dans le détail le fonctionnement du label. Mais c'est un label qu'on retrouve, en tout cas, dans certains cahiers des charges et qui passe. Mais en tout cas, pour votre question plus générale sur les labels, oui, les labels sont autorisés s'ils répondent à certaines conditions. Ok, merci beaucoup. Oui, vous m'entendez?
Moi, juste une petite question complémentaire, Simon. Donc, le label Fairtrade pourrait peut-être être intéressant. Donc, tu parlais de circuit court, mais par exemple, pour des bananes, je veux dire, de dire, ben voilà, ça c'est clairement, en tout cas pour l'instant, produit ici dans le coin. Est-ce que le label Fairtrade pourrait s'appliquer? C'est une première question. Et puis la deuxième, est-ce que tu parlais de labels avec des indications ou de localité? Est-ce que les IGP, ce qu'on appelle les IGP, l'indication géographique protégée, alors on en a quelques-unes qui pourraient être intéressantes. En regardant juste rapidement sur la PACP, on a le pâté gourmet, on a le jambon d'Ardenne, on a le saucisson gourmet, on a des vins du pays, de Jardin de Wallonie, le fromage de herbe, l'escavèche de Chimay, je ne connaissais pas. Donc voilà, je veux dire, c'est peut-être aussi une façon de valoriser des productions, des recettes wallonnes. Les GP est un peu différente, hein. C'est plus lié à la recette qu'à l'origine. Mais est-ce que ça pourrait fonctionner? Alors, donc la première question. Bon, pour la première question, donc le label Fairtrade, ça c'est un label qui est tout à fait qui est permis sans aucun problème dans un cahier des charges. Donc ça, on peut exiger sans aucun problème que les bananes, le café, le chocolat, etc. soient labellisés Fairtrade. Soit l'exiger, soit le favoriser via un critère d'attribution. Pour les IGP, etc., ça c'est un peu plus compliqué parce que on rentre dans quelque chose d'un peu. C'est là où on voit toutes les limites de la réglementation par rapport à l'alimentation. Techniquement, je pense qu'on pourrait exiger qu'un aliment soit certifié par une IGP ou autre, mais on ne pourrait pas précisément dire il me faut cette IGP, etc. Mais là, on arrive dans des choses un peu absurdes, hein. C'est que si vous voulez acheter du fromage de herbe, techniquement, alors dans les faits, en fait, ça passe, il n'y a personne qui va introduire un recours pour ça, mais techniquement, vraiment légalement parlant, vous ne pourriez pas mettre dans votre marché public, dans votre inventaire, je veux du fromage de herbe. Parce que c'est considéré comme trop restrictif, parce que c'est un fromage vraiment une spécialité, alors qu'on estime qu'il y aurait d'autres types de fromages, on pourrait dire un fromage de herbe ou équivalent, et donc ça permettrait à d'autres producteurs, d'autres fournisseurs de proposer un fromage équivalent. Mais c'est ça, on rentre dans l'alimentation, hein, dans quelque chose un peu absurde au niveau des marchés publics, parfois avec ces restrictions. Alors, super, merci Simon. J'ai deux questions. Une clairement pour Davidé, si tu es toujours là. Oui, et puis la il reste 5 seconde, minutes. donc la première de Géraldine Duratable. Donc, au niveau de l'achat de viande, passez-vous en achat directement au producteur d'une bête entière ou vous achetez uniquement certaines parties? C'est vraiment une question fondamentale. Et Davidé, en plus, tu me levais la main, donc tu es le bienvenu. Oui, c'était pour répondre. Et alors, dans la deuxième, tu pourrais peut-être répondre aussi à la deuxième question, et peut-être Simon complétera si nécessaire. Donc, de Valentine Meunier de la région qui demande comment avez-vous fait dans le cahier des charges justement pour avoir de la viande wallonne tout en respectant la non-origine, je dirais, de la législation des marchés publics. David, tu peux, donc il y a la question de la carcasse ou certaines parties. Oui, donc bonjour Géraldine. L'origine, enfin, quelque part, tu as dit que tu avais du veau, du porc wallon. Comment est-ce que vous avez fait? C'est ça. Donc bonjour Géraldine, merci pour ta question. Donc au niveau de l'achat de viande, nous on achète des morceaux déjà découpés, prêts à être cuits, donc des steaks. Enfin voilà, tu as compris. On ne travaille pas en direct avec des producteurs, mais plutôt avec des coopératives qui représentent ces producteurs. Donc nos 3 partenaires principaux sont Porc Qualité Ardennes, qui nous fournit. Donc cette coopérative située à Malmedy nous fournit le porc et l'agneau, donc porc fermier et agneau bio. On travaille avec En Direct de Mon Élevage pour le bœuf et le veau, donc bœuf en qualité différenciée et le veau bio. Et on travaille avec Coprobel, donc Coq des Prés pour le poulet bio. Et donc on est systématiquement livré en morceaux prêts à être cuits. Et ce qui est intéressant avec ces coopératives, c'est qu'elles maîtrisent de la naissance à la commercialisation toute la filière. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Les producteurs sont eux-mêmes coopérateurs et membres du CA. Et donc voilà, on ne travaille pas avec des grossistes. Alors, du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais ça m'amène du coup à répondre à la question
de Ici, si je peux juste Valentie. ajouter, Oui, enfin, tout on est sur ça. Bah oui, en fait, c'est parce que ma question, enfin, nous, on a régulièrement des producteurs bovins. Voilà, c'est ceux où on a le plus de mal de les aider en circuit court, enfin, voilà, qui nous demandent quand c'est pour la restauration, etc. Ben, ça ne va pas parce qu'on veut X kilos que de steak ou donc ça c'est le que problème de l'équilibre d'entrecôte. matière, hein. Oui. Ouais. Donc Et l'équilibre matière, comment on le règle? Il faut savoir que bah, voilà, nous on utilise tout le temps le même morceau en collectivité. Euh, mais de son côté, la coopérative avec laquelle on travaille a un marché, a des marchés, distribue aussi le reste de la carcasse dans d'autres filières, boucherie, restaurant. Donc, pour la filière bovine en particulier, la demande des collectivités ne sera toujours complémentaire à une autre demande de l'ORECA ou du particulier. Elle ne pourra jamais se faire en vase clos parce que on utilise toujours les mêmes morceaux et donc l'équilibre matière n'est pas respecté. Ça, dans le monde de la viande, c'est une grande angoisse quand vous allez abattre un animal, peu importe quel qu'il soit. Il faut que toute la bête soit vendue et pas juste une partie. Donc, s'il y a des éleveurs qui veulent travailler, bah, ils peuvent contacter PQA qui vend du bœuf aussi en collectivité, c'est du Limousin ou en direct de mon élevage. Il y en a d'autres, il y en a d'autres en Wallonie qui travaillent avec les collectivités et eux ont déjà des réseaux de distribution pour le reste des morceaux. David, et je sais que tu as une réunion là bientôt. Pour Oui, l'aspect dernière question. wallonne, origine wallonne, Oui, comment... donc on a plutôt que prendre l'autoroute, on a pris les petits chemins de campagne pour arriver à notre objectif, comme l'avait suggéré Simon. Donc on peut pas dire qu'on veut de la viande wallonne telle quelle, mais par contre on avait une procédure négociée justement qui nous a permis d'exclure ou plutôt de solliciter des coopératives euh, qui correspondaient à nos besoins. Et donc, on voulait une viande de qualité, fraîche. Enfin, voilà, il y a toute une série de critères que Simon pourrait vous envoyer. On a quand même pas mal travaillé sur le sujet. Bio ou pas, ça dépendait, avec des cahiers des charges. Et donc, comme on était en procédure négociée, on a eu l'occasion donc de solliciter voilà, des coopératives situées exclusivement en Wallonie qui correspondaient à nos besoins. Ce qui veut dire aussi qu'on s'est permis d'exclure des grossistes ou des multinationales qui ne correspondaient pas à nos besoins. Et donc ça, on a vraiment utilisé l'outil de la procédure pour faire ça. Puis ça a été objectivé avec tous des critères. Et donc là, derrière, dans le cadre du marché public, on a pu être fourni. Là, Ok, voilà, entre guillemets. Donc là, on a été sauvé par la procédure. Il faut savoir que le seuil de la procédure bah, n'évoluant pas au fur et à mesure des années, et compte tenu de l'inflation ambiant, ben, on va se retrouver à un moment donné bloqué par les seuils actuels. Donc là, il y a plusieurs choix. Soit on diminue les volumes, soit on passe à une autre procédure, mais avec un risque que des grossistes puissent répondre, parce qu'après, il y a les critères, c'est très bien, mais il y a le contrôle aussi derrière, et on sait que les grossistes sont parfois très ingénieux euh, pour, euh, pour promettre des choses, mais après, quand le marché est lancé, c'est difficile de faire marche arrière. Donc nous, on est intéressé d'en discuter aussi si c'est possible avec le SPOE, mais en tout cas, ici, dans un premier temps, on a pu bénéficier de cette procédure négociée sans publication pour, pour solliciter des coopératives qui étaient exclusivement en Wallonie. C'est une chance aussi que notre contexte agricole permettait, et agroalimentaire permettait cela. Sinon, c'était plus compliqué. merci David. Voilà, je suis désolé, je dois absolument vous laisser. Oui, tu dois aller Excellente journée à tous. Oui, au Voilà, revoir. merci, on va clôturer ici. Il est 32, donc on est en train de dépasser. Donc super merci à nos intervenants, Simon, Sylvie, Pierre, Martine Cuignet et David pour leur intervention et leur partage d'expérience. Merci aussi à Pierre Lempereur qui est à côté de moi, qui, avec Lise, assure toute la logistique et le suivi. Donc, on va essayer dans un mail qu'on va vous envoyer avec le lien pour le webinaire, donc d'ici quelques jours, sans doute plutôt début de semaine prochaine,
tous des liens vers évidemment les références et les coordonnées des intervenants, mais également sur les documents qui ont été évoqués en particulier par Simon. Je voulais juste vous faire savoir également que dans le cadre du projet Terrae, qui est un projet donc comme nous financé par la région Wallonne, j'ai oublié de dire, on a un bon financement de la région Wallonne pour soutenir et faire tout ce travail terre publique et collectivité locale. Mais donc, il y a le projet Terrae qui rassemble des groupements d'agriculteurs qui va faire le même type de webinaire le 10 octobre, mais côté agriculteurs. C'est tiens, vous, agriculteurs, comment vous allez faire en sorte de pouvoir répondre au cahier des charges des collectivités. Et donc, notamment, David l'a évoqué, parce qu'il s'agit chez eux de gros volumes, de la nécessité de ces agriculteurs de rejoindre ou de construire des associations ou des coopératives pour le faire. Alors, ce webinaire n'est pas nécessairement ouvert à l'extérieur, il est destiné vraiment aux agriculteurs, mais par contre, sur le site de Terrae, probablement dans courant le mois d'octobre, le webinaire sera accessible. Donc voilà, ça pourrait être aussi un relais éventuellement auprès des agriculteurs que vous connaissez. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Donc voilà, merci. Donc à très bientôt et bon après-midi. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, Au revoir. au revoir.